Voilà, donc vous êtes prévenus, je vais tenter l'enregistrement, on va voir si ça fonctionne, pour voir si on peut le rejouer après. Hein. Je n'ai pas encore testé cette fonction. Allez, je vais démarrer. Alors, je vous explique. Oui, les gens qui n'entendent rien, je ne sais pas comment faire pour vous aider. Mais, effectivement, c'est des problèmes de paramétrage de son, de micro. Bon, je vais commencer pour tout le monde et je vais essayer d'enregistrer ce que je dis pour éventuellement le diffuser ensuite. Alors, on va démarrer. Je vous explique un peu l'idée aujourd'hui. Évidemment, les conditions ne nous permettent pas de faire un cours tout à fait correctement dans de bonnes conditions. On va essayer de faire au mieux. Alors, je ne peux pas certainement vous faire le cours et en plus lire les conversations sur Zoom. Donc, je vous laisse vous autoréguler entre vous sur les conversations. En revanche, si vous voulez prendre la parole, et je vous invite à prendre la parole, vous débloquez votre micro et vous intervenez. D'accord ? Vous prenez la parole, parce que sinon, je n'ai pas le temps de voir, de suivre mes slides et en même temps de suivre vos conversations, on vous demande. Ou à la limite, vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main dans participant. Vous activez la fonction participant, qui doit être en haut, en bas, selon comment vous avez configuré votre truc. Et vous pouvez normalement lever la main. Je ne sais plus. Si, voilà, vous pouvez lever la main dans participant. Bon, éventuellement, je peux essayer de faire ça. Alors, je vois quelqu'un a levé la main. Kitty Hedgehog, roux. Je ne sais pas si c'est pour tester ou c'est pour prendre la parole. Non, c'était pour tester, là. Pensez bien à couper votre micro. Voilà, si vous ne prenez pas la parole, sinon ça fait des interférences. Allez, je démarre et puis on va faire ce qu'on peut. Alors, je vous explique. Ça tombe bien, je travaille un peu sur l'apprentissage numérique, mais pas forcément sur les situations en live à distance, mais je connais quelques principes. Un des premiers principes, c'est qu'on ne pourra pas tenir un CM de 2 heures de manière intensive, ni pour vous, ni pour moi. Première raison, c'est que moi, je parle tout seul devant un écran, qui est juste bizarre. Et vous, vous allez avoir du mal à rester concentré sur un écran, idem, pendant 2 heures. Donc, je vais essayer de rendre les choses interactives. Et puis, on finira certainement plus tôt. On ne peut pas tenir 2 heures, de toute façon. Donc, ce que je vous propose, c'est ne pas hésiter à intervenir. Par contre, je veux bien que vous coupiez votre micro, parce que j'entends plein de bruit. Ouais, ça va être compliqué pour moi. Est-ce que vous pouvez penser à couper votre micro, tout le monde? Pensez à couper votre micro. Comment tu fais pour éteindre le son ici? Ah, ok. Ah, ou alors je peux le faire, moi. Ouais, je peux vous mettre en muet. Attendez, je peux le faire. Normalement, je dois pouvoir... Ouais, mais vous êtes tellement nombreux, c'est que si je fais ça avec tout le monde, j'y suis demain. Ok. Essayez de le faire vous-même, ce serait cool. Alors, je vais commencer. On va introduire le cours. Donc, je vais vous parler d'apprentissage aujourd'hui. Donc, je vais revenir sur les principes. Et là, cette cloche aussi qui sonne en permanence quand quelqu'un arrive, c'est juste pas possible. Je la désactive, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, je pense que là, je vais être dans de meilleures conditions. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'apprentissage. Alors, comme l'indique le titre que j'ai mis, la vie, c'est l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question de l'apprentissage, elle se fait tout au long de la vie. Donc, on va parler d'apprentissage, pas uniquement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Et puis, jusqu'à votre mort, vous serez dans des situations d'apprentissage. Vous allez voir, il faut qu'on définisse ensemble ce qu'on entend par apprentissage. Alors ici, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment les êtres humains apprennent. Donc, voilà un peu l'objectif de cette UE en licence 3. Donc, je vais vous présenter rapidement les enseignants que vous avez en CM, en cours magistraux. Donc, vous avez Nathalie Huet, qui est responsable de l'UE. Et vous avez donc moi-même, enseignant-chercheur en psychologie cognitive et ergonomie. Donc moi, je travaille principalement dans mes recherches sur les questions d'apprentissage en lien avec les outils numériques. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais il n'y a pas longtemps encore à l'Académie de Corse à exposer des travaux de recherche pour aider les académies à prendre des décisions sur comment intégrer le numérique dans l'enseignement, dans les classes, mais aussi dans l'enseignement à distance, notamment avec la question du Covid, qui nous préoccupe tous en ce moment. Donc,
On va essayer de parler avant tout des objectifs du cours. Pourquoi? Parce que c'est un principe fondamental. Si vous voulez que des gens apprennent, il faut déjà leur expliquer ce que vous attendez d'eux. Donc, premier point, on va essayer de... Enfin, j'aimerais qu'à l'arrivée, à l'issue de ce cours, vous soyez capable de savoir définir ce qu'est l'apprentissage. C'est ça, oui, avec les chaussettes. Oui. Merci de couper votre micro. Si... Ouais, parce que je vois que je vais essayer de remettre. Je suis désolé, mais je ne peux pas gérer les micros et en plus mon cours. J'essaie de vous mettre en muet d'office. Hop, OK. Donc, l'objectif pour moi, c'est de vous amener à avoir une compréhension de ce qu'est l'apprentissage. Vous allez voir, la notion d'apprentissage, elle est vaste, elle est complexe, et elle renvoie à différentes situations, différents types de processus, d'activités mentales. On va y revenir. Et donc, ce qui va m'importer, c'est que vous êtes en psychologie et il va falloir être capable d'expliquer les grandes théories d'apprentissage, ce qui les distingue et savoir à quelles problématiques d'apprentissage elles sont le plus adaptées. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va vous demander, c'est de connaître les théories. Mais connaître les théories en soi, ça ne veut rien dire. Il faut l'opérationnaliser. En termes d'objectifs, c'est que vous devez être capable, si demain vous préparez l'examen, je vous donne déjà des billes, vous devez être capable d'expliquer les grandes théories. C'est-à-dire que vous devez être capable de d'écrire, d'interpréter une théorie et de le produire en l'expliquant à quelqu'un, par exemple, vous l'écrivez sur papier, peu importe, vous devez être capable, pas juste de restituer le cours, mais de l'expliquer à quelqu'un, et surtout ensuite de savoir quelle théorie utiliser en fonction des problématiques. Vous allez voir qu'il y a plusieurs théories, et je ne vais pas vous dire il y a la bonne théorie et les mauvaises théories. Il y a des théories différentes qui ont des intérêts et des limites chacune, et certaines sont plus adaptées pour comprendre certains apprentissages. Donc, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui et puis la semaine prochaine. C'est essayer de comprendre quelles sont ces théories et comment elles s'appliquent à certaines situations. Enfin, on va vous demander aussi de maîtriser les variables cognitives, métacognitives et affectivo-motivationnelles qui entrent en jeu donc, dans l'apprentissage en général, mais aussi dans les dispositifs numériques, vous allez voir, et on le voit aujourd'hui, c'est d'autant plus important que les outils numériques créent de nouvelles situations qu'il faut aussi étudier pour bien comprendre les apprentissages. Donc ici, on va parler de cognitif. Moi, je vais principalement parler de ça. Vous parlerez aussi de métacognitif et d'affectivo-motivationnel avec Nathalie Huet. Et vous verrez comment les différences interindividuelles peuvent jouer sur l'apprentissage. Alors, ok, j'avais prévu un quiz, je ne vais pas le faire parce que c'est trop compliqué, que je gère le quiz. Normalement, je le fais en live en amphi. Je vous le mets, vous pouvez toujours aller voir si vous voulez noter l'URL et puis remplir le questionnaire si vous voulez par curiosité. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire un cours plus interactif avec vous directement par la voix, parce que si je dois gérer le quiz qui est en parallèle, pour moi, ça va être compliqué. Voilà, je le fais d'habitude sur écran, en même temps que je fais mon cours en CM. Donc, ce n'est pas du tout la même gestion. Jack. OK. Je continue. Vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas, vous prenez la parole. Voilà, ça, c'était pour étudier vos réponses, mais je vais aller directement... moins sur les éléments de conclusion. Alors, ça, je pense que c'est important pour vous. J'aimerais bien que vous ayez ce schéma très simple en mémoire. Quand vous voulez réussir vos examens, quand vous voulez être efficace dans vos activités d'études en tant qu'étudiant, il faut être capable de répondre aux exigences de ces activités d'études. Et vous y répondez sur 3 niveaux. Le niveau cognitif, je vous en ai parlé juste avant, le niveau métacognitif et le niveau motivationnel. Alors, qu'est-ce que c'est ce niveau cognitif? À quoi il renvoie? Il renvoie en fait à tout ce qui relève du traitement de l'information, c'est-à-dire, maintenant vous êtes aguerri, vous êtes en 3e année, on va s'intéresser à la façon dont les gens dans situation d'apprentissage vont extraire, traiter et produire de l'information. Extraire, merci de couper votre micro. Donc, extraire, c'est effectivement cette idée que vous allez sélectionner de l'information. Pardon, je ne clique pas au bon endroit. J'ai trop de fenêtres ouvertes avec ce Zoom. Voilà. Vous allez sélectionner de l'information, c'est-à-dire que votre attention va se porter sur certaines informations et vous allez extraire certaines informations au détriment d'autres informations. Ensuite, vous allez les traiter. Vous les traiter généralement en mémoire de travail. Maintenant, on me dit que j'ai une connexion instable. On va y arriver. Et enfin, vous devez produire de l'information, c'est-à-dire que vous allez élaborer à partir de l'information. Donc, par exemple, vous êtes en train de lire un document pour préparer votre cours. Vous allez extraire des informations, c'est-à-dire que vous allez retenir certaines idées et pas d'autres. Vous allez focaliser votre attention sur certains concepts, certaines phrases et moins sur d'autres. Et vous allez traiter ces phrases. Vous allez essayer de leur donner du sens. Vous allez essayer de les connecter les unes aux autres. Et ensuite, vous allez produire de l'information. C'est-à-dire qu'à partir de ces informations que vous avez en mémoire,
vous allez par exemple essayer de répondre à une question du cours. Votre réponse est une élaboration. Vous faites de la production d'informations. C'est-à-dire que l'information, elle n'était pas donnée strictement dans le cours. On va vous demander d'élaborer. Et ça, vous allez voir à l'examen, je vous préviens tout de suite, vous aurez certainement des questions qui sont un peu des questions de mémoire, sur des choses un peu de surface, s'assurer que vous avez bien mémorisé certains éléments importants du cours. Mais surtout, on va vous demander de produire, d'élaborer des choses. Donc ça, c'est le premier registre, d'accord? Quand vous apprenez, vous avez à minima ce registre-là si vous voulez apprendre. Mais il va dépendre aussi de votre investissement métacognitif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes autonome? On va en reparler, vous en reparlerez en détail avec Nathalie Huet, qui est la spécialiste de cette question. L'autonomie, c'est ce qu'on appelle nous aussi l'apprentissage autorégulé. Ça veut dire qu'une personne, un étudiant, un apprenant, peu importe, est capable, en gros, de se construire ses propres objectifs, en tout cas de clarifier certains objectifs qu'il souhaite poursuivre. Il est capable de mettre en place des activités pour atteindre ces objectifs. Par exemple, vous allez planifier des activités d'études et vous allez être capable aussi de vérifier que vous faites bien comme il faut au fur et à mesure et que vous apprenez bien. Et si vous vous rendez compte que votre façon de faire ne fonctionne pas très bien, alors vous allez réguler votre apprentissage, d'où l'idée d'autorégulation, c'est-à-dire que vous allez modifier votre façon de faire. Et ça dépend du niveau métacognitif, d'accord? Ce n'est pas l'idée du cognitif où je traite, si vous voulez, le contenu directement. Ici, le volet métacognitif, c'est que vous allez superviser votre activité cognitive. Donc, vous allez vérifier que vous faites tout comme il faut. Au niveau motivationnel, c'est tout simplement l'engagement que vous allez investir dans les tâches d'apprentissage. En gros, est-ce que vous êtes motivé un peu? Pas du tout, énormément, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les motivations, elles sont plurielles. Vous pouvez avoir différents buts dans vos motivations, différents objectifs que vous cherchez à atteindre, et vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Ça, vous verrez ça avec Nathalie Huet. Alors maintenant, si je vous parle de ces trois dimensions, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont évidemment une action toutes les trois importante sur l'apprentissage, mais surtout, elles sont interdépendantes. Et donc, je vais vous le montrer ici. Je reprends ces trois dimensions. Vous avez le niveau métacognitif, cognitif, donc avec la cognition, qui renvoie au traitement de l'information dont je vous parlais. Donc, ça veut dire essayer de comprendre, de mémoriser le cours, d'apprendre, de raisonner, de prendre des décisions, etc. Et vous allez donc traiter le contenu. Mais pour faire ça, de manière efficace, il faut que vous supervisiez votre apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut que vous mobilisiez le niveau métacognitif. C'est-à-dire qu'un étudiant qui réussit à l'université, ou un apprenant en général qui réussit parce qu'il est un peu autonome, c'est parce qu'il est capable de planifier lui-même son apprentissage, il est capable de contrôler et d'évaluer son propre apprentissage. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes en train de bosser un cours, ça a dû vous arriver, vous avez le sentiment que vous maîtrisez. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous l'avez testé vraiment, votre maîtrise du cours? Si vous ne le testez pas, si vous ne vous évaluez pas véritablement, vous risquez de ne pas avoir une bonne représentation de ce que vous savez réellement, et dans ce cas-là, de vous planter l'examen. Si vous faites une bonne évaluation, vous pouvez vous dire, tiens, je sais ça, en revanche, ça, je ne le sais pas, ce qui va vous permettre de réguler votre façon d'apprendre et peut-être de revenir sur des éléments du cours où vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Donc, c'est tout bête, cette idée de la métacognition, elle est fondamentale tout simplement parce qu'elle dirige un peu la cognition. Mon activité de comprendre, de mémoriser, de raisonner, de prendre des décisions va dépendre un peu, et même pas mal, de ma métacognition, c'est-à-dire des choix que je vais faire en termes de stratégie. Donc, vous voyez, la métacognition, c'est un élément important. Mais cette métacognition, elle a un problème. Elle a un problème, c'est qu'elle est extrêmement coûteuse. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous ne mobilisez pas toujours autant de métacognition qu'il le faudrait. Pourquoi? Alors, je ne vous blâme pas, moi j'ai fait pareil et ça m'arrive encore. Pourquoi? Parce que ça demande du temps. Prendre du temps de planifier, prendre du temps pour s'auto-évaluer, pour s'auto-contrôler, c'est du temps sur son activité d'étude. Et c'est du temps qu'on ne passe pas à uniquement mémoriser, comprendre. Sauf que c'est très utile, mais des fois, on le sous-estime. Donc, on a tendance à ne pas le faire. Mais qui le fait finalement? Pourquoi parfois on le fait? Tout simplement parce que vous êtes extrêmement motivé. Et vous verrez avec Nathalie qu'en fonction de vos motivations, vous allez engager des ressources mentales pour rentrer dans des activités de métacognition qui vont vous aider dans vos activités de cognition. Donc, ces motivations, vous verrez, c'est très vaste. Ça peut être l'intérêt pour le cours. Vous avez un intérêt pour le cours ou un intérêt pour la matière. C'est deux choses qu'on distingue, ce qu'on appelle, nous, un intérêt personnel ou un intérêt situationnel. C'est-à-dire que l'intérêt situationnel, c'est l'intérêt pour le cours. Vous vous intéressez au cours, vous trouvez par exemple le cours génial, les activités que vous avez faites super intéressantes, les concepts que vous avez abordés étaient passionnants. En revanche, vous pouvez ne pas avoir d'intérêt pour la matière. Globalement, la matière ne m'intéresse pas, mais ce cours-là était sympa.
À l'inverse, vous pouvez trouver un cours tout à fait inintéressant, mais la matière vous passionne. Donc, vous voyez, ce sont des choses différentes. Vous n'allez pas être engagé de la même manière. Vous pouvez avoir des buts poursuivis, vous verrez ça avec Nathalie. Vous pouvez être autodéterminé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que l'enseignant vous motive ou que vous ayez des carottes, je dirais, extérieures qui vous poussent à étudier. Non, vous êtes autodéterminé, vous voulez maîtriser ça, vous voulez étudier cette question-là parce que ça vous passionne, parce que vous avez un projet personnel lié à ça. Donc, ça, c'est l'autodétermination. Et puis, vous avez la valeur accordée également. Vous verrez ça avec Nathalie aussi. Si vous accordez beaucoup de valeur ou pas aux situations d'apprentissage et au contenu que vous êtes en train d'étudier. Pardon, je coupe les micros en même temps parce que pour moi, je suis désolé, mais c'est compliqué d'entendre les bruits par-dessus. Hop. Est-ce que vous avez des questions là sur ce que je viens de dire? N'hésitez pas. Alors là, prenez la parole parce que je suis en train de couper les micros, donc ça ne va pas. Je veux bien que quelqu'un me pose une question là-dessus. Hein, allez-y, hein. N'hésitez pas. Ah, j'entends une petite voix. Quelqu'un a levé la main. Lucie a levé la main, ouais. Alors oui, bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Alors oui, je voulais vous demander justement dans le poly, il est parlé d'apprentissage Ouais. et il y a une notion, j'ai l'impression, de durabilité. Oui, Du tout coup, à je fait. voulais vous demander, est-ce que l'information, on va dire, on parle notamment du numérique, est-ce que l'information qu'on a sur Internet, par exemple, Ouais. on a beaucoup de ce qu'on pourrait qualifier presque d'informations poubelles, entre guillemets. Est-ce que ce qui n'est pas encodé de manière durable n'est forcément pas de l'apprentissage? Oui, on va y revenir. C'est une très bonne question. On va y revenir juste après. Effectivement, il n'y a apprentissage que s'il y a un encodage, une trace en mémoire durable. Cette trace, vous verrez, ça peut concerner différents types de connaissances. Mais effectivement, si, je ne sais pas, vous êtes en train de regarder la télé, vous regardez les infos, on vous donne une information intéressante, ok, vous la comprenez, vous essayez de donner du sens à ce que vous voyez. Une heure plus tard, vous l'avez oublié, parce que vous êtes occupé par d'autres choses, et voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'apprentissage. Mais ça ne veut pas dire qu'à un instant T, vous n'avez pas fait un effort cognitif de traitement de l'information, sauf que cette information ou la trace, il n'y en a pas en mémoire. Donc là, il n'y aura pas d'apprentissage. Maintenant, la question d'Internet, est-ce que, quand vous dites information poubelle, le problème d'Internet et la magie d'Internet, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire que vous pouvez à peu près tout trouver et vous avez des informations extrêmement pertinentes, d'actualité, fiables en ce moment. Vous voyez bien hein, toutes les théories du complot qui persistent. Moi, j'ai une thèse qui va se soutenir un peu sur ces questions-là. C'est que sur Internet, vous allez trouver énormément d'informations qui ne sont pas forcément fiables, mais d'autres le sont. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des informations scientifiques, il y a des informations académiques, il y a des informations professionnelles, il y a des informations d'associations, journalistiques, etc., qui sont extrêmement fiables. En revanche, vous avez aussi beaucoup d'informations non fiables. Alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont effectivement un vecteur de l'information non fiable, mais ils ne diffusent pas que de l'information non fiable. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ne pas tomber dans le raccourci d'Internet, attention, c'est les informations peu fiables. En fait, sur Internet, vous allez tout trouver. Et la question qui va se poser en termes d'apprentissage avec Internet, c'est d'arriver à identifier l'information qui est fiable et de rentrer dans un esprit critique. Et ça, l'esprit critique, je pourrais vous en parler, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et il y a plein de facteurs qui expliquent que certains sont dans un esprit critique et d'autres pas. Alors, critique ne veut pas dire contestataire. Un esprit critique, c'est quand vous êtes capable de vous interroger sur la validité et la fiabilité de l'information que quelqu'un vous donne. S'interroger, ça veut dire je vais aller chercher des éléments, les croiser pour vérifier dans quelle mesure ce qui m'est dit là, ça a du sens, c'est crédible, ou en fait c'est totalement faux, c'est une mauvaise interprétation, ou ça peut être même malhonnête en termes de mauvaise intention. Donc ça, c'est de l'esprit critique. Hein. Ce n'est pas juste critiquer toute information que vous voyez, c'est d'être capable d'aller tester sa validité et sa crédibilité. Donc, voilà, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais Excusez-moi, je peux me permettre une nouvelle question du coup? bien sûr, Euh, alors justement, comme on dit qu'il n'y a pas apprentissage s'il n'y a pas encodage, ouais, il y a quand même des informations qui persistent même entre guillemets à notre insu. oui, Est-ce tout que à du fait. coup, est-ce qu'on peut tester aujourd'hui l'encodage non conscient? Oui, alors c'est ce qu'on appelle, nous, très, très bien, c'est une très bonne question, c'est l'apprentissage implicite. Je vais vous en parler un petit peu rapidement, mais c'est bien que vous posiez la question maintenant. C'est-à-dire que vous allez être amené dans votre environnement à encoder des informations malgré vous.
notamment liées à la répétition. À force d'être exposé de manière répétée à une information, vous avez tendance à l'ancrer en mémoire. Alors, sous une forme ou sous une autre, ça ne veut pas dire que vous allez l'intégrer telle qu'elle était présente dans l'environnement. Et ça, on va y revenir. Et donc, vous pouvez tout à fait mesurer l'apprentissage implicite, mais en fait, quand on le mesure, on sait ce qu'on veut mesurer, quel type de connaissances. Donc, je vais y revenir, ça, mais ce sont des bonnes questions qui vont me permettre justement d'enchaîner avec le cours. Donc, voilà en gros le plan du cours hein, sur les 6 séances que vous allez avoir de CM. Donc, aujourd'hui, on va être surtout sur les questions d'apprentissage, ben voilà les questions qu'on se pose, comme celles que vous venez de poser, sur la question des apprentissages au pluriel et des théories au pluriel. Et ensuite, je vous parlerai des grands principes d'apprentissage selon les théories du traitement de l'information. Pourquoi ? Parce que ce sont les théories les plus dominantes à l'heure actuelle sur cette question. En tout cas, en psychologie cognitive, hein, je vous parle de la psychologie. Les apprentissages multimédia, je vous présenterai quelques éléments. Donc, multimédia, vous verrez, c'est surtout en lien avec les technologies, pour vous montrer comment aussi les théories évoluent ou s'inspirent de différents principes de la psychologie pour évoluer vers des préoccupations aujourd'hui plus numériques, au sens où le numérique apporte de nouvelles informations, des nouvelles façons de faire. Et on doit étudier aussi ces façons de faire. Donc ça, je vous en dirai un petit mot. Ensuite, vous travaillerez avec Nathalie dans les séances 4, 5 et 6 sur l'apprentissage autorégulé. Donc vous allez travailler sur l'autonomie, c'est ce dont je vous ai parlé en introduction, la métacognition et l'apprentissage, donc savoir contrôler son apprentissage, savoir le réguler, donc savoir modifier sa façon de faire. Et enfin, vous parlerez des motivations et des théories socio-cognitives en 6e séance. Donc moi, je vais rester sur ces 3 premières séances, donc on se voit cette semaine et les 2 prochaines. Et aujourd'hui, on va juste se centrer sur cette question de ce que veut dire l'apprentissage et les théories sous-jacentes. OK ? Alors, premier chapitre, apprentissage et théorie. Pourquoi comprendre donc comment les individus apprennent ? Donc, je vous l'ai un petit peu dit en intro, l'enjeu il est important. L'apprentissage, si vous regardez, c'est une activité qui est permanente. Et je réponds à la question de Lucie, je crois, tout à l'heure. Les apprentissages implicites, vous allez en vivre en permanence. C'est-à-dire que tous les jours, vous apprenez. Mais vous ne vous en rendez pas forcément compte. Pourquoi ? Parce que vous êtes exposé de manière régulière à des informations que vous traitez. C'est-à-dire que vous allez y prêter attention, vous allez les interpréter, ou vous allez les associer à certaines choses. Et donc, au bout d'un moment, tout ça, ça s'ancre en mémoire et ça constitue une forme d'apprentissage. Donc, les êtres humains, comme je vous disais, l'apprentissage, il n'est pas que dans la classe. On va le voir, il se passe en dehors de la classe aussi. Et à l'âge adulte, vous continuez à apprendre. Même quand vous êtes vieux, vous continuez à apprendre. Donc ça, vraiment, il faut arriver à élargir votre interprétation, votre conception de l'apprentissage à ces situations tout au long de la vie. Ensuite, pourquoi comprendre l'apprentissage ? Parce que ça nous permet de comprendre les réussites, les échecs et les difficultés et les comportements des apprenants. Dit autrement, quand vous travaillez dans le domaine de la pédagogie, comme c'est mon cas, vous travaillez avec des établissements scolaires par exemple, vous allez étudier les difficultés de certains élèves. Si vous comprenez les mécanismes sous-jacents à l'apprentissage, vous pourrez comprendre leurs difficultés. Mais si vous ne comprenez pas ce que signifie l'apprentissage et ce que ça veut dire en termes cognitifs, en termes mentaux, alors vous aurez des difficultés à interpréter les comportements des élèves en difficulté. Donc ça, c'est un principe essentiel, c'est la notion de théorie sous-jacente. Alors j'insiste là-dessus, ça peut paraître évident pour certains, je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde. Je vous invite à faire très attention dans votre futur métier de psychologue ou lors des examens, à ne pas répondre de manière intuitive aux questions qu'on vous pose. C'est-à-dire que si vous dites « oui, l'élève il a des difficultés, il faut que je le rassure pour lui donner confiance en lui », ça pour moi c'est de l'interprétation que tout le monde peut faire. Ce n'est pas une analyse psychologique, ce n'est pas une analyse scientifique, c'est-à-dire que vous ne mobilisez pas un modèle particulier de la psychologie qui vous permet d'analyser la situation. Dans ce cas-là, vous faites juste de l'intuition. L'intuition, je ne dis pas qu'elle sera forcément toujours mauvaise, mais elle est toujours approximative. Des fois, elle vous emmène d'ailleurs vers des très mauvaises interprétations. Et l'intuition, elle ne vous permet pas de rentrer dans des analyses fines et elle ne vous permet pas de comprendre. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand on va vous interroger sur des situations d'apprentissage, des comportements d'individus, pensez toujours à mobiliser le cadre théorique derrière qui permet d'expliquer le fonctionnement mental de la personne. OK ? Ensuite,
comme je le disais un petit peu, si on comprend l'apprentissage, si on comprend les difficultés et les erreurs des élèves, ben, on pourra concevoir des formations, des ressources, des évaluations et accompagner l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on pourra être à même de proposer des dispositifs de formation. Bon, j'ai la radio en fond, alors. Attendez, il faut que je coupe les micros. Il faut vraiment me couper les micros parce que j'y arrive pas. Merci. Donc là, j'ai coupé. Je vois qu'il y a Cindy qui avait levé la main. Si jamais vous vouliez intervenir, je ne sais pas. Oui, alors bonjour déjà. Ensuite, moi, ma question, c'était sur ce qu'on avait vu avant, au niveau cognitif, métacognitif et motivationnel. Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les différents types d'apprentissage, c'est ça? Non, ça, ce sont les différentes dimensions, je dirais, mentales, psychologiques, si vous préférez, qui vont rentrer en jeu dans votre activité d'apprentissage. Mais bien sûr, vous aurez différents modèles au niveau de la cognition, vous aurez différents modèles au niveau de la métacognition et vous aurez différents modèles au niveau de la motivation. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ici, les très bons étudiants sont ceux qui mobilisent les 3 niveaux. Dit autrement, vous pouvez être assez bon en termes de stratégie de lecture, stratégie de compréhension, stratégie d'analyse de documents. Vous pouvez être assez bon là-dessus. Mais si vous ne mettez pas en place les bonnes métacognitions qui vont vous aider à choisir la bonne stratégie dans laquelle vous êtes bon, vous aurez du mal à être efficace. Mais comme la métacognition, ça prend beaucoup de ressources temporelles et cognitives, si vous n'êtes pas motivé, engagé, vous ne le ferez pas. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que pour comprendre pourquoi quelqu'un réussit ou pourquoi quelqu'un échoue, vous le verrez en cours, on va s'intéresser à ces 3 niveaux. Que se passe-t-il au niveau cognitif? Que se passe-t-il au niveau métacognitif? Et que se passe-t-il au niveau motivationnel? Donc, c'est plus une analyse un peu systémique, si vous voulez. On va étudier ces différents systèmes au niveau psychologique et leur interrelation pour essayer de comprendre l'activité d'apprentissage. Ça va? Ça répond à votre question? Oui, je vous remercie. Ok. Alors, je continue. Donc, apprentissage et théorie. Donc, quelles sont les disciplines qui étudient l'apprentissage? Je vous en ai mis quelques-unes, mais j'en ai en fait oublié volontairement, parce que sinon ça faisait un peu beaucoup. Mais ici, vous avez la psychologie, les sciences de l'éducation, on va dire ça c'est les évidences, puis la didactique ou les didactiques en général, mais qui sont aussi liées aux sciences de l'éducation, mais pas que. Et la sociologie qui étudie l'apprentissage, mais vous avez aussi l'informatique. Vous êtes au courant qu'il y a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui se développe quand même pas mal depuis quelques années. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi une conception de l'apprentissage et des modélisations de l'apprentissage qui s'inspirent aussi de l'apprentissage humain. Donc, vous avez des disciplines, même les sciences de l'information et de la communication aussi, qui peuvent s'intéresser à l'apprentissage. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous êtes dans un cours de psychologie. Je vais vous donner une approche de l'apprentissage qui est celle de la psychologie. Mais si vous travaillez en sciences de l'éducation, si vous travaillez dans secteur de didactique, vous verrez que vous n'aurez peut-être pas toujours la même conception de ce qu'on entend par apprentissage. Alors, on se rejoint sur plein de choses, mais on n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt tout à fait dans la préoccupation de l'apprentissage. Nous, on va s'intéresser beaucoup aux processus mentaux, comme vous en doutez, en psychologie. Donc, on va faire vraiment un focus là-dessus. Dans d'autres disciplines, on s'intéressera à d'autres éléments. En tout cas, on mettra en avant d'autres éléments comme l'activité parfois des élèves. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une vérité absolue, loin de là. C'est une conception des choses qui est liée à notre discipline, qui est la psychologie. Alors, justement, qu'est-ce que l'apprentissage? Donc, pas de définition de l'apprentissage universellement partagée par les théoriciens et psychologues. Donc, vous voyez, le premier élément que je veux que vous ayez en tête, c'est qu'il n'y a pas la définition absolue de l'apprentissage. Il y en a plusieurs. Selon les auteurs, encore une fois, selon les approches théoriques, selon les disciplines, vous aurez différentes définitions de l'apprentissage. En revanche, si on essaie de faire une définition un peu généraliste, qui recoupe pas mal de choses et on va dire assez consensuelle, en tout cas en psychologie, vous avez celle de Chung que j'aime beaucoup, en 2012, qui dit en gros que l'apprentissage est un changement durable des comportements ou de la capacité à se comporter d'une certaine manière qui résulte de la pratique et d'autres formes d'expérience. Donc là, je viens de lire la définition, mais on va la décortiquer. Alors, si je prends la première idée que j'ai soulignée, on parle de changement durable des comportements. Donc ça revient à parler de la durée de l'apprentissage, de la trace en mémoire notamment. Et ça, c'est la question qui m'a été posée au début. C'est-à-dire qu'il n'y a apprentissage que s'il y a changement dans la durée.
Et là, on parle de changement durable des comportements. Donc, ça veut dire qu'on est capable de mesurer, d'observer des changements de comportement. Alors, qu'est-ce que c'est un comportement? Un comportement, ça peut être un comportement physique, bien évidemment. Je ne sais pas, vous apprenez à faire du vélo, et bien on va mesurer votre capacité à faire du vélo. Et on va voir que 10 ans plus tard, vous savez toujours faire du vélo, donc visiblement, vous aviez bien appris à faire du vélo. Mais le comportement, c'est aussi le langage, la production langagière. Le comportement, c'est aussi l'attitude, la façon dont vous allez réagir. Le comportement, c'est aussi toutes les activités observables qui sont liées à votre fonctionnement mental. Donc, ça peut être le mouvement de vos yeux, ça peut être votre engagement dans la tâche, la durée, etc. Tout ce qui est observable va nous renseigner sur les activités mentales. Et ce qu'on veut, c'est que ces comportements, ces changements dans votre façon de faire, ils soient sur la durée pour parler d'apprentissage. Mais on va parler aussi de capacité à se comporter d'une certaine manière qui résulte de la pratique et d'autres formes d'expérience. Donc, ces changements de comportement, donc c'est un truc tout bête, parce que ça vous sautera pas aux yeux. Si je vous dis, vous avez appris un cours d'histoire, vous êtes capable de m'expliquer, tiens, tel moment de l'histoire de la Révolution française, puis vous êtes capable de me l'expliquer dans 3 mois. Donc, on peut quand même parler d'apprentissage. C'est bien un comportement, c'est bien un changement de comportement, au sens où vous êtes capable de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. D'accord? Ça, c'est important. Apprendre une poésie par cœur, on pourra le traduire par un comportement qui est la production de la poésie ensuite. Donc, ce qu'on veut, c'est la durabilité. Et cette durabilité, elle résulte de la pratique et d'autres formes d'expérience. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on apprend parce qu'on pratique. On apprend parce qu'on est exposé aux choses, parce qu'on va traiter des informations, on va le voir. Et on traverse différentes expériences qui nous amènent à modifier nos comportements dans la durabilité. Donc, il y a cette idée de changement dans la durée, de pratique et de diversité des expériences. Alors, je vais revenir sur ces dimensions. Je vous le représente autrement. Donc, si vous devez avoir une conception de l'apprentissage à la fin de ce cours, retenez ce changement de comportement ou de capacité à se comporter, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez développé des compétences, des capacités qui vous permettraient, si nécessaire, de vous comporter autrement. Donc, ces changements de comportement, dans votre capacité à vous comporter, ça, c'est le premier élément. Et donc, ça implique l'acquisition ou la modification de connaissances, d'habiletés, de stratégies, de croyances, d'attitudes et de comportements. Je reviens là-dessus. Alors, vous voyez, l'apprentissage, ça ne concerne pas que les connaissances académiques. Quand on parle d'apprentissage, on a tout de suite cette image un peu stéréotypée ou cliché plutôt, je dirais, qui est celle de l'apprentissage où on va étudier un cours, on va essayer de le mémoriser, de le comprendre, et ensuite on va être interrogé dessus. Donc ça, c'est la vision qu'on a d'étudiants, d'élèves classiques. Mais comme je vous le disais, vous apprenez en permanence tout au long de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On va apprendre des connaissances. Une connaissance toute simple, par exemple, vous savez que quand le feu passe au rouge, il vaut mieux ne pas traverser. Ça, vous l'avez appris. Alors, on vous l'a peut-être appris explicitement, ou c'est à force d'être exposé à ce genre de situation, vous voyez que les gens s'arrêtent au feu rouge, ok, vous avez observé une situation dans la vie de tous les jours, et vous avez appris à force d'observer cette situation. Donc, vous avez développé des connaissances. On reviendra après sur la nature des connaissances plus tard. Vous avez développé des habiletés, notamment des habiletés de lecture. Plus vous allez lire, plus vous faites une certaine activité, plus vous automatisez certains aspects de cette activité, comme la lecture, et on va parler d'habileté. C'est-à-dire que dès que je vais vous mettre face à un texte, vous êtes capable de le lire très rapidement, sans problème. Vous allez apprendre aussi des stratégies. Par exemple, vous étudiez des textes, vous étudiez des documents à l'université. En fait, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez développé des compétences stratégiques sur la façon de lire les documents. Il y a des études qui sont intéressées à ça pour voir comment les étudiants évoluent là-dessus. Vous allez développer des croyances. Ça aussi, c'est de l'apprentissage. Alors, quand je parle de croyances, l'apprentissage ne concerne pas que des connaissances avérées, académiques, scientifiques. L'apprentissage, ça concerne aussi des croyances. C'est-à-dire, si vous croyez que, je ne sais pas moi, que tous les oiseaux volent, alors que certains ne volent pas, c'est une croyance, mais il n'y a pas de problème. Vous l'avez appris, ça fait partie des connaissances, des croyances que vous avez développées. Il s'avère qu'elles sont fausses scientifiquement, mais ce n'est pas grave, c'est une croyance. Donc apprendre, on est bien d'accord, c'est modifier son comportement et ses capacités à changer son comportement et à mettre en œuvre des comportements nouveaux. Donc,
les croyances font partie des apprentissages. De même que les attitudes que vous avez dû étudier en psychologie sociale, d'ailleurs qui s'appuient aussi sur des croyances, la valeur que vous accordez aux choses. Si vous dites, par exemple, nous on a fait des travaux là-dessus, sur l'apprentissage, vous apprenez par exemple des choses sur l'alimentation biologique, hein, manger bio, et vous apprenez que manger bio, ça peut être bon pour la santé ou finalement ça peut ne pas avoir d'effet. Ben, vous allez peut-être modifier vos attitudes. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez très pro-bio en disant le bio, c'est génial pour la santé, je vais vivre jusqu'à 150 ans grâce au bio. Sauf qu'il y a des études qui montrent que pour l'instant, on ne voit pas trop la différence avec d'autres alimentations traditionnelles. Et donc, vous pouvez changer vos attitudes. C'est-à-dire tout d'un coup, vous dire « Ah, peut-être c'est bien, mais pas autant que je le pensais, ou peut-être finalement, c'est pas plus intéressant que ça. » Donc, vous avez changé votre attitude, donc on parle d'apprentissage. Vous voyez ? Et évidemment, les comportements, j'en ai parlé. Voilà. Ça va là-dessus? Interrompez-moi hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est bon? Alors, je continue. Troisième point, c'est la durée, le long terme. Donc, on l'a évoqué. Il n'y a apprentissage que si vous êtes capable de récupérer, de remobiliser ses connaissances, ses habiletés, ses stratégies pour changer, pour mettre en œuvre des comportements, en tout cas, sur le long terme. Donc, encore une fois, si vous apprenez votre cours par cœur la veille pour le lendemain à l'examen, peut-être ça peut fonctionner. Le risque, c'est que 3 semaines plus tard, vous ne vous souveniez plus de grand-chose. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas trop appris. Vous avez compris, vous avez maintenu des informations à court ou moyen terme, mais au fond, vous n'avez pas tellement appris. Et c'est dommage, puisque l'intérêt, c'est d'apprendre sur le long terme pour pouvoir remobiliser vos connaissances en situation après professionnelle ou autre. Alors, je n'ai pas dit, effectivement, vous avez vu, je vous ai mis acquisition et modification en gras. Je n'ai pas développé ce point, il est important. J'ai distingué ces deux points. L'acquisition, c'est cette idée que vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez rajouter, pour faire court, de nouvelles connaissances à votre base de connaissances initiale. Donc, je ne sais pas, par exemple, tiens, je vais vous annoncer la capitale de tel pays, vous n'étiez pas au courant, c'est celle-ci. Bon, ben voilà, maintenant vous le savez, vous ne le saviez pas. Donc, on va dire qu'il y a une forme d'acquisition ici qui est celle d'une information complémentaire. Mais on peut aussi modifier les connaissances. Ça veut dire quoi? C'est comme les attitudes, par exemple. Vous pouviez avoir des connaissances au départ, des attitudes, des croyances, et on est venu finalement modifier, ou vous avez modifié vos connaissances et vos croyances avec de nouvelles informations, avec votre expérience personnelle, vous avez modifié, c'est-à-dire que vous avez transformé ce qui était déjà dans votre mémoire. Donc, vous voyez, apprendre, ce n'est pas que rajouter, c'est ça que je veux que vous compreniez ici, hein. Ce n'est pas que rajouter. Vous n'êtes pas un vase vide qu'on va remplir au fur et à mesure avec des informations. Vous êtes aussi en permanence en train de modifier ce que vous savez. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi, c'est un élément important. Et enfin, troisième point, votre apprentissage, il est basé sur vos pratiques, sur vos expériences, et non sur la maturation. Alors ça, je le distingue ici pour vous aider à distinguer le développement de l'enfant. Alors là, je vais revenir sur l'enfant, le jeune enfant. Vous avez des étapes de développement que vous connaissez bien, que ce soit avec Piaget, Wallon ou d'autres. Vous allez avoir des stades de maturation, c'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant, son développement cérébral, ses interactions avec le monde font qu'il va atteindre des stades et il y a une maturation, on va dire, qui est programmée au départ chez l'humain. Mais là, ce dont je vous parle, ce n'est pas de ça en termes d'apprentissage, c'est plutôt des expériences au sens à quoi est confronté l'enfant, quelles sont les informations qu'il traite, l'enfant, l'adulte, etc. Et donc l'apprentissage, c'est bien construire des connaissances ou modifier des connaissances sur la base des expériences. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en gros, ce n'est pas programmé. Votre apprentissage, il est le fruit de votre expérience. Ça va, ça? C'est clair pour vous? Allez-y, ouais. Bonjour. Bonjour. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que l'apprentissage se fait inconsciemment aussi. Enfin, on peut avoir de l'apprentissage inconscient. Alors, il peut être conscient et inconscient. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, je vais y revenir après, si vous voulez. Justement, je crois que c'est ma prochaine slide, si je ne me trompe pas. Je vous propose qu'on passe à la prochaine, comme ça, vous pouvez revenir sur ce point. OK, Merci. Alors, non, ce n'est pas tout de suite, mais ça va venir. Je sais que c'est bientôt dans mon cours. Alors,
les psychologues, la psychologie cognitive, pardon, donc cherche à étudier les apprentissages. On s'aperçoit de quoi? Alors, je vais balancer des évidences ici. Ben, les individus n'apprennent pas de la même manière et pas toujours de manière efficace. C'est ce que je vous disais un petit peu avec les difficultés, les erreurs. Donc, moi, par exemple, typiquement, là, vous êtes quand même 268, je suis impressionné que ça tienne, et puis super, que vous soyez là de si bon matin. Vous êtes 268 en ligne. Je pense qu'il y a 268 personnes qui vont comprendre différemment mon cours. Voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Il faut accepter que vous ne comprenez pas tous de la même manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont doués et d'autres qui ne sont pas doués. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'en fonction de vos motivations, de vos capacités métacognitives, on en parlait, de vos connaissances, déjà, vous n'allez pas interpréter les choses de la même manière. Vous n'allez pas accorder de l'importance aux choses de la même manière. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des grosses variabilités interindividuelles, et heureusement, c'est ce qui fait que les individus sont différents. Et comme je vous disais, malheureusement, on n'apprend pas toujours de manière efficace. Le cours parfait où tout le monde comprend de A à Z, il n'existe pas malheureusement, aussi parce que vous êtes différents. Donc, l'objectif pour les psychologues, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de concevoir des dispositifs et d'accompagner les individus. Vous aurez d'ailleurs des exercices là-dessus en TD. Donc, ce qu'on va regarder, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les activités mentales. Ça, je vous l'ai dit. On va regarder l'attention, la mémoire, la compréhension, la régulation, la motivation. Ça, je vous l'ai dit en intro. Mais on va examiner aussi les effets des dispositifs. C'est-à-dire que si je mets en place un nouveau dispositif d'apprentissage, ça peut être une façon de faire le cours, ça peut être des documents particuliers, ça peut être des ressources numériques que je vais mettre en ligne. On va vérifier que ça impacte bien l'apprentissage chez les individus comme on le souhaiterait. C'est-à-dire ça va améliorer leur compréhension, ça va peut-être améliorer aussi, pourquoi pas, leur motivation. Donc, on s'intéresse à toutes ces questions-là. Et on va examiner les effets des caractéristiques psychologiques, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tous différents? Vous avez des motivations différentes, vous avez des connaissances différentes. Donc ça, c'est ce qui va nous préoccuper, qui va nous permettre ensuite de comprendre. Donc voilà, j'arrive à mon histoire d'apprentissage implicite. Donc vous avez, et n'hésitez pas à me reposer la question par rapport à ça tout à l'heure. Donc, une distinction importante à faire, on va distinguer les apprentissages implicites des apprentissages explicites. Alors les apprentissages implicites ici, ce sont des apprentissages, vous allez voir, qui sont liés à des expositions répétées dans votre environnement d'événements, d'informations, d'interactions avec les gens, avec le monde. Et ce sont vous allez voir des interactions répétées et qui vont vous amener à construire des connaissances sans que vous en rendiez forcément compte. D'où l'idée d'implicite. À l'inverse, vous avez les apprentissages explicites. Vous avez typiquement la situation en ce moment. Vous êtes connecté au cours, donc vous êtes dans une démarche explicite d'apprentissage. Vous venez écouter de l'information pour essayer de comprendre, pour essayer de mémoriser, pour essayer d'apprendre certains éléments liés au cours. Donc, vous êtes dans une situation où vous apprenez explicitement, c'est-à-dire de manière consciente. Donc, si je reviens là-dessus, qu'est-ce qui caractérise l'apprentissage implicite? C'est que généralement, il y a peu ou pas d'efforts cognitifs. Et généralement, il est non conscient. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, peu ou pas d'efforts cognitifs. Pourquoi? Parce que souvent, c'est à force de traiter des informations auxquelles vous prêtez attention, mais de manière souvent secondaire, que vous apprenez. Donc, ça veut dire que vous n'y accordez pas une attention importante, c'est-à-dire que vous ne mobilisez pas beaucoup de ressources cognitives, notamment en mémoire de travail ou au niveau attentionnel. Par exemple, quand vous apprenez une langue maternelle, à force d'être exposé à la langue maternelle, quand vous êtes enfant, quand vous êtes tout jeune, et à force d'essayer de communiquer avec vos parents, par exemple, ou votre entourage, vous développez des compétences dans votre langue maternelle. Et ça, jusqu'à très tard, des compétences aussi syntaxiques, lexicales, prosodiques. Voilà. Tiens, c'est un très bon exemple, ça, l'accent. Je vais prendre l'accent, ça vous parlera encore mieux. Vous allez dans une nouvelle région, vous y passez quelques années, je ne sais pas, vous allez à Marseille, et je vous fais le pari que vous allez développer un peu d'accent marseillais dans votre façon de parler. Et donc là, on est typiquement dans de l'apprentissage implicite. C'est-à-dire que ça ne vous a demandé aucun effort. Vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, je vais faire attention à bien prendre l'accent marseillais. Vous l'avez pris naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez baigné dans cet environnement et toute la journée, vous entendez cet accent marseillais. Et donc, ça vous amène petit à petit à modifier votre façon de parler aussi. Donc ça, c'est l'apprentissage implicite et vous n'en rendez pas forcément compte. Et c'est les gens, au bout d'un moment, qui vont vous dire, mais tiens, tu as pris un peu d'accent. Donc, il y a bien un apprentissage non conscient.
Donc, cette détection, elle est donc de l'environnement, des informations de l'environnement, elle est inconsciente, involontaire souvent, mais elle est liée aux régularités dans l'environnement. Ça, c'est important. Vous apprenez de manière implicite parce que les choses se répètent de manière régulière. Hein, comme l'accent, c'est-à-dire que vous êtes exposé régulièrement à des gens qui vous parlent avec de l'accent, alors vous apprenez. En revanche, si vous croisez un Marseillais une soirée et qu'il vous parle toute la soirée, il y a peu de chances pour que vous ayez développé de l'accent marseillais le lendemain. On est d'accord? Il faut une exposition longue et régulière. Ça va sur les apprentissages implicites? Je continue. Alors, concernant les apprentissages explicites, donc c'est l'inverse, vous l'avez compris, ça demande un effort cognitif important et ça nécessite de l'engagement, c'est-à-dire de la motivation. Et là, on est bien dans de l'apprentissage conscient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, tiens, je vais suivre le cours de M. Amadieu, super, mais là, 2 heures de CM à regarder un écran avec une voix et puis des slides, vous n'en pouvez plus, quoi. Donc, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre parce qu'il y a beaucoup d'informations à ingurgiter, il faut rester attentif, il faut rester concentré, il faut prendre des notes. Donc, ça demande un effort cognitif, tout ça. Et au bout d'un moment, vous allez lâcher prise. Et ceux qui seront extrêmement motivés, peut-être, vont tenir jusqu'au bout et d'autres beaucoup moins. C'est pour ça que je vais vous proposer qu'on réduise un peu la durée du cours pour que je laisse plus de place aux questions à la fin. Comme ça, on fera un peu plus d'interaction, ce sera un peu moins compliqué pour vous aussi, je pense. Donc là, on est bien dans de l'apprentissage conscient. Et donc, ce qui est intéressant ici, je vous ai mis, vous voyez, une double flèche qui est en fait un continuum qui est juste là pour vous faire prendre conscience que l'apprentissage, il n'est pas toujours totalement implicite ou totalement explicite. Il peut se situer un peu entre les deux. Par exemple, vous apprenez une langue étrangère, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez en Espagne, vous allez apprendre l'espagnol, vous allez à Madrid, et puis vous faites un effort cognitif, c'est-à-dire vous essayez de comprendre comment on dit déjà pour demander tel truc en espagnol. Donc, on est plutôt dans l'apprentissage explicite, mais en même temps, à force de parler avec les gens, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous développez d'autres compétences liées à la langue en espagnol. Donc, on peut être, vous voyez, entre les deux. Donc, un apprentissage, il n'est pas forcément tout explicite ou tout implicite. Est-ce que ça va sur la distinction entre ces deux formes d'apprentissage? Excusez-moi, j'ai une question. Oui, Je ne sais pas allez-y. si vous m'entendez. Oui, Je me demandais si l'apprentissage implicite et explicite, en fait, ça concerne que le moment de l'encodage ou est-ce que ça se passe aussi au moment de la récupération? Ah, c'est une bonne question. Alors, oui. Alors, si vous voulez exemple dire, ouais. Si vous voulez dire qu'au moment de la récupération, on apprend, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si c'est ça votre idée. Oui, Voilà. j'ai vu que ça se faisait avec l'effet testing et tout. On voit bien que c'est… Ouais. Absolument. Donc, l'effet testing, vous avez étudié en 2e année, je crois, fait partie de l'apprentissage. Le fait de se tester, donc de récupérer en mémoire des informations pour répondre, par exemple, à des questions, c'est de l'apprentissage. Totalement d'accord. Donc, en termes d'apprentissage implicite et explicite, vous pouvez être avec de la récupération en mémoire sur les 2 niveaux. C'est-à-dire que quand vous discutez avec quelqu'un, à force de reprendre son accent, je vais garder cet exemple de l'accent qui marche bien, à force, vous allez récupérer en mémoire cet accent. C'est-à-dire que vous le remobilisez, quand vous produisez du langage, vous rajoutez cet accent. Alors, ce n'est pas tout à fait l'effet testing, mais c'est cette idée de récupérer en mémoire. Ça va renforcer vos connaissances, ça va automatiser l'accent. Donc, ce n'est pas juste entendre, c'est aussi produire et récupérer soi-même. Et c'est le fait de récupérer soi-même qui va renforcer cet apprentissage. Et l'apprentissage explicite, ça, vous l'avez compris, vous allez vous tester, par exemple, à l'examen. Le fait d'essayer de vous souvenir du cours, d'expliquer le cours à quelqu'un, c'est de la récupération en mémoire. Mais là, ça demande un effort cognitif important. Ok. Et donc le moment où donc, on récupère, par exemple, en parlant avec quelqu'un qui a un accent assez marqué, Ouais. ça peut être implicite. La récupération peut être Oui. implicite aussi. Oui, parce que vous n'en rendez pas compte. Ok. Ce qui va caractériser vraiment l'implicite, c'est le non-conscient. En fait, vous récupérez l'information de manière non consciente. J'ai une deuxième question, si je peux la poser. Il y a un exemple de la vie quotidienne auquel je suis assez souvent confrontée. Ouais. C'est, par exemple, si un jour quelqu'un me dit, donc quelqu'un de ma connaissance, je ne connais que son prénom, et là, il me dit son nom de famille. Ouais. Et en fait, j'intègre l'info. Et donc, 2 mois plus tard, je vais me rappeler dans ma tête moi-même, je me rappelle, son nom de famille, c'était ça. 2 ans plus tard, je vais m'en rappeler à nouveau. Ouais. Dans ma tête, je vais me dire, son nom de famille, c'était ça. Ouais. Donc, il y a une récupération qui fait que 5 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Tout à fait.
Mais est-ce que ça, du coup, le fait de récupérer l'info dans sa tête, c'est implicite ou c'est explicite? Là, pour moi, c'est de l'implicite au sens où vous n'êtes pas dans une démarche d'apprentissage. Mhm. C'est-à-dire, vous vous souvenez de quelque chose, vous essayez de récupérer un souvenir en mémoire, ce nom de famille, Mm. mais dans un autre cadre, qui est le cadre, par exemple, vous discutez avec vos amis, bah, tiens, je vais rencontrer cette personne, ah oui, son nom, c'était quoi? C'était ça. Vous n'êtes pas dans une démarche explicite, consciente d'apprendre. Ok. Vous êtes dans une situation autre, et il se trouve dans cette situation autre, ça mobilise des processus chez vous qui sont ici la récupération d'un nom, et à Mhm. force de récupérer ce nom, effectivement, vous le renforcez en mémoire. D'accord. Voilà. Donc, Mais même, pour moi, ça relève plutôt de l'implicite. Ouais. ok. Voilà. Même dans les situations où en fait on ne va pas être amené à devoir le restituer, juste on s'en rappelle comme ça, Ouais, comme d'une info comme quelque chose qu'on a vécu, et donc c'est implicite. ouais, pour moi, ouais. Bon, je vous remercie. C'est la question de l'intentionnalité, quoi. C'est soit j'ai l'intention, je suis dans une démarche active d'apprendre, je me concentre sur l'apprentissage, soit je fais autre chose. Et quand je fais autre chose, il se trouve que bah, j'apprends des choses malgré moi. Et donc, récupérer un nom, c'est finalement renforcer la trace de ce nom en mémoire, donc c'est de l'apprentissage implicite. Vous êtes finalement exposé autrement à cette information régulièrement. On pourrait le dire comme ça aussi. D'accord. Oh, Merci ok, beaucoup. j'en prie. Merci. Alors, je continue. Tac. Donc, alors, on va parler un peu de pédagogie de seconde, vous allez voir, parce qu'on parle d'apprentissage, donc c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe en pédagogie. Historiquement, et vous devez le constater des fois dans vos enseignements, et finalement, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas loin de ça, c'est qu'on est souvent dans un modèle transmissif. Un modèle transmissif, c'est cette idée que le savoir est extérieur à l'apprenant. Hein, c'est comme si le savoir, moi je vous le délivre en ce moment avec des diapos, avec ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ce qui est marqué ici, un enseignant va délivrer le savoir et l'élève reçoit le savoir. Sauf que l'illusion qu'on a souvent eue en pédagogie, c'est que l'élève allait reproduire mentalement, si vous voulez, fidèlement ce savoir. En mémoire, au niveau du cerveau, on a parlé de traitement de l'information tout à l'heure, vous le savez déjà avec vos cours de L1 et de L2, on transforme l'information en permanence. On le transforme à l'encodage, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va aussi le transformer à la récupération. Donc déjà, ça c'est une erreur de penser que les élèves, et les étudiants en l'occurrence, apprennent tel qu'on présente les choses. Donc je ne me fais aucune illusion, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas deux personnes qui vont construire la même je dirais, connaissance et même représentation mentale de ce que j'ai présenté. Voilà, ça, il faut l'accepter. Après, mon objectif, c'est que, en tant qu'enseignant, vous ayez quand même des représentations qui soient les plus proches des objectifs que je me donne. Mais je n'ai pas l'illusion de penser que vous allez intégrer tel que je vous le présente. Parce que je sais que vous allez transformer l'information, mais de manière tout à fait normale en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc, l'illusion en pédagogie transmissive, c'est que l'apprenant va juste cumuler des savoirs, c'est-à-dire je lui apporte à chaque fois des savoirs et puis il va cumuler. C'est comme si, je vous prends, je vais titiller un peu l'université là-dessus, en pédagogie universitaire, c'est que souvent on va vous dire, tiens, dans tel UE, vous avez vu ça. Vous avez parlé, tiens, par exemple, de récupération de mémoire. Si vous l'avez vu dans tel UE et que vous ne le revoyez pas dans les années qui suivent, il y a de fortes chances que vous ne vous en souveniez pas. C'est-à-dire que l'apprentissage, il faut qu'il soit un peu distribué, il faut qu'on y revienne souvent. Ce n'est pas parce qu'à un moment vous avez vu quelque chose que ça va s'accumuler dans votre mémoire. Il faut en permanence le retravailler. C'est pour ça que c'est bien ici de rediscuter de concepts de la psychologie cognitive que vous avez pu voir dans les années précédentes. Donc on voit que ça ne marche pas très bien. Et l'élève doit être attentif, écouter, mémoriser et reproduire les savoirs. Donc en gros, on part du principe que les élèves, ils sont tous formidables, ils sont bien dociles, qu'ils sont tous dans des capacités d'attention extraordinaires. Évidemment, non. Pour plein de bonnes raisons. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas être attentifs au bout d'un moment, soit par manque d'intérêt, soit parce qu'ils sont préoccupés par autre chose, soit parce qu'à un moment, ils n'ont pas compris un élément du cours et ça les perturbe et du coup, ça les détourne de l'autre élément du cours. Bon, il y a plein d'explications. Hein. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous, en tant que futur psychologue ou à travailler dans les métiers de la psychologie, il faut sortir de cette conception-là. Ça, c'est une conception extrêmement naïve de l'élève et de l'apprentissage. Donc, vous voyez, je vous ai pris une petite photo qu'on trouve sur le web qui illustre parfaitement ça. Cette idée qu'avant, l'étudiant, c'est ça. L'enseignant arrive, expose les choses dans une certaine configuration,
Et comme par magie, tout ce savoir-là est intégré dans le cerveau de la personne de la même manière qu'il a été présenté. Ça n'existe pas. On est d'accord là-dessus. Vous allez traiter l'information et c'est ça qui nous intéresse en psychologie. Alors, je passe mon quiz aussi parce que voilà, pour moi, c'est un peu compliqué de gérer les deux niveaux en même temps, au niveau informatique. On va parler un petit peu des... Quelle heure il est? Ouais, je vais... Est-ce que... Je réfléchis entre le temps qu'on a. Ouais, je vais parler un peu des théories et après j'arrêterai et on laissera du temps à des questions. Voilà, si vous avez des éléments sur lesquels vous voulez qu'on revienne, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous parler en gros de trois grands champs théoriques que vous connaissez déjà normalement. En termes de théorie des apprentissages, vous avez le behaviorisme et ensuite vous avez le constructivisme et les théories du traitement de l'information. Alors, vous voyez, on distingue bien le behaviorisme d'un côté et le cognitivisme de l'autre. Et dans le cognitivisme, je vais retrouver le constructivisme et le traitement de l'information. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler la distinction entre behaviorisme et cognitivisme rapidement, ou voir un peu quelles idées vous avez en tête? Normalement, c'est là où je faisais un quiz pour avoir vos représentations en mémoire. Mais comme je ne vais pas le faire, est-ce que quelqu'un aurait le courage, devant 269 personnes, de prendre le risque de dire une énormité et de dire en gros quelle est la distinction entre le behaviorisme et le cognitivisme? Non, j'essaie de vous détendre. En plus, plus vous dites de bêtises et plus vous apprenez. Exactement. Rien à branler. Excusez-moi. Je me permettrais donc en fait peut-être de dire que le cognitivisme en fait est un peu un descendant du behaviorisme puisque donc on va dire qu'il s'en est un petit peu inspiré. En gros, je dirais, moi, pour mémoire, que le behaviorisme, on est plus sur du conditionnement opérant, en quelque sorte, et que le cognitivisme, en fait, on est beaucoup plus sur l'étude du fonctionnement cérébral. Très bien. Oui, c'est très bien. Ouais. Alors, effectivement, le cognitivisme, est-ce qu'il s'est inspiré du behaviorisme? Oui, alors légèrement. Après, il est plus allé chercher des choses dans la modélisation informatique, avec la cybernétique ou autre, pour essayer de comprendre le cerveau. Mais effectivement, il y a des inspirations, mais surtout qu'historiquement, c'est le behaviorisme qui arrive en premier. Et le cognitivisme est arrivé plus tard. Donc ça aussi, c'est intéressant à avoir en tête. Alors, le behaviorisme, et je vais revenir dessus en détail, mais en gros, c'est ce que vous avez dit, c'est une question de conditionnement. Le conditionnement, c'est important à comprendre, c'est cette idée que vous allez associer un stimulus, une information, un événement, à un comportement. C'est-à-dire que chez une personne, si je reviens au niveau de l'élève, au niveau de l'étudiant, au niveau de l'être humain, c'est cette idée qui va déclencher un comportement dès qu'il sera face à un type d'information, un type de situation auquel il aurait été exposé de manière très régulière. Donc ça, c'est cette idée de conditionnement, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage associatif. Ça, c'est important, j'associe un stimulus à un comportement. Après, vous avez le cognitivisme, et vous l'avez dit, ce qui est intéressant dans le cognitivisme, c'est que tout simplement, on va s'intéresser à ce que les behavioristes appellent la boîte noire, c'est-à-dire l'activité mentale. On va s'intéresser à ce qui se passe vraiment psychologiquement au niveau de l'apprentissage, donc dans la tête de la personne. Et là, vous avez deux théories qui se distinguent, mais qui partagent des idées communes. Les choses, elles ne sont pas dichotomiques. On vous les a un peu séparées pour vous aider à vous représenter les choses, mais les choses ne sont jamais si tranchées. Vous avez plutôt le constructivisme d'un côté, vous allez voir où c'est plutôt l'apprenant qui construit par lui-même son apprentissage, c'est-à-dire que c'est lui qui élabore le savoir, donc ça va à l'opposé de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les modèles transmissifs du savoir. Ici, c'est l'apprenant qui construit. Alors que le traitement d'information, vous allez voir, il y a aussi un peu de ça, mais c'est aussi l'idée que l'apprenant, il va transformer l'information à laquelle il est exposé. Et que quand il va traiter cette information, il passe son temps à la transformer. Et c'est ce qu'on disait aussi avec la récupération. Donc ça, on va en parler. Alors, je vais justement rentrer dans ces théories. Alors, concernant le behaviorisme, c'est un peu du rappel, justement, vous avez dû le voir, je pense, en première année, au moins peut-être en développement. Mais je vais revenir dessus brièvement pour justement réactiver, pour montrer que l'apprentissage, pour apprendre, il faut réactiver des choses régulièrement. Donc, il y a plusieurs théories du conditionnement. On ne va pas rentrer dans les détails des théories. Il y a des théories dominantes en apprentissage, effectivement, qui sont issues du behaviorisme au début du XXe. Donc, vous avez les théories de Thorndike, de Pavlov, de Guthrie,
qui sont les théories dominantes de l'apprentissage, donc au début du XXe siècle. On a une situation donc d'apprentissage par association. D'ailleurs, je vous l'ai mis en haut sur la diapo, le premier psychologue de l'éducation, évidemment pas français, c'est pour ça que je vous l'ai mis, educational psychologist, c'est Thorndike, donc, qui est le premier psychologue dans ce domaine qui est reconnu et qui est bien un behavioriste. Donc ça vous montre bien que les premiers à s'intéresser vraiment à l'apprentissage humain, à le théoriser, à l'étudier, à expérimenter là-dessus, ce sont les behavioristes. Et donc, en termes de principe, c'est ce que je vous ai dit brièvement, on va faire une association entre un stimulus ou des stimuli, c'est-à-dire des choses qui se passent dans l'environnement, et des réponses, des comportements. C'est-à-dire que vous allez développer des comportements, des connaissances, des habiletés, à force d'être exposé toujours à certaines situations. Donc, pour faire court, si je vous dis, tiens, je vais reprendre mon histoire de l'accent, à force d'entendre des mots avec un accent, vous allez commencer vous-même à produire ces mots avec cet accent. C'est-à-dire que vous allez commencer à associer un environnement aussi où les gens ont un accent, et vous-même, ça va activer cette réponse comportementale qui est de produire le même accent, peut-être par mimétisme, mais aussi par habitude. Donc, vous avez créé un automatisme entre les gens avec qui vous parlez, par exemple, et la façon avec laquelle vous parlez. Vous devez vous en apercevoir quand vous êtes, je ne sais pas, dans votre milieu familial, avec une personne en particulier, votre conjoint, votre conjointe, un ami, vous allez vous apercevoir que vous ne réagissez pas de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes comportements sans forcément vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce que vous avez souvent associé aussi un comportement à un type de situation. Et la situation, elle peut être déterminée par la personne avec qui vous êtes. Et en fait, vous ne répondez pas de la même manière. Vous n'allez pas rigoler de la même manière. Vous n'allez pas raisonner de la même manière. Vous n'allez pas argumenter de la même manière. Donc, c'est intéressant de voir comment ça peut se jouer aussi beaucoup dans des situations de communication. L'association, donc, elle va se faire en fonction du renforcement positif et négatif, vous vous souvenez ? C'est-à-dire qu'à force de mettre en œuvre un comportement associé à un stimulus et d'avoir un renforcement positif, je vais alors ancrer ce comportement, je vais le renforcer. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances pour que ce comportement il s'automatise, et à chaque fois que j'aurai mon stimulus, je vais déclencher le comportement. En revanche, si vous avez du renforcement négatif, il y a de fortes chances pour que vous ne construisiez pas cette association, c'est-à-dire que le stimulus ne va pas déclencher le comportement parce qu'il est associé à un renforcement négatif. Et vous allez avoir la fréquence d'exposition qui est très importante, c'est-à-dire que si vous avez une fréquence d'exposition régulière et importante, c'est-à-dire que vous voyez souvent, vous êtes exposé à ce stimulus de manière régulière et vous déclenchez le comportement à chaque fois, à force de le faire, vous automatisez cette association encore une fois. Donc, au bout d'un moment, je vais vous présenter le stimulus, vous en rendrez même plus compte, vous allez déclencher le comportement. Je vous donne un exemple tout bête, c'est pour ça que la communication humaine, ça s'y prête bien. Par exemple, on vous dit « ça va ». Quand vous rencontrez quelqu'un, on vous dit « ça va ». Au début, quand vous n'avez pas l'habitude, on vous dit « ça va », qu'est-ce que vous répondez ? « Ah bah oui, moi ça va », ou « il m'arrive ça », et puis éventuellement après vous dites « ça va ». Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que quand vous dites « ça va », c'est un mode de communication et ça entraîne « ça va ». C'est-à-dire, vous dites, donc quelqu'un vous dit « bonjour, ça va » et vous répondez « ça va ». Et toi ? Et en fait, sauf qu'à des moments, j'y arrive, je m'embrouille dans mon exemple, quand la personne va amorcer un « bonjour, tu viens d'où, je ne sais plus quoi », vous allez répondre « ça va ». C'est-à-dire que c'est le bonjour qui a activé à un moment votre réponse comportementale qui est le « ça va », parce qu'à chaque fois que vous rencontriez cette personne qui vous disait « bonjour, ça va », vous répondiez « ça va et toi ». Et là, vous allez faire la même chose, sauf que la personne, elle vous a dit bonjour et autre chose. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez automatisé ce comportement qui se déclenche malgré vous. Donc, ça, c'est un élément important du behaviorisme aussi. Ce sont des comportements qui se déclenchent souvent malgré nous parce qu'ils sont automatisés. On reviendra là-dessus. Ça va un petit peu sur les principes. C'est des choses normalement que vous connaissez un peu, mais voilà, qui sont importantes à réactiver. Alors, je vais vous présenter rapidement Skinner, qui est quand même un des fers de lance de ces théories.
Donc, vous vous souvenez, le conditionnement opérant de Skinner, vous avez donc toujours notre stimulus qu'on va qualifier de discriminant, donc qui est un antécédent, une information de l'environnement, par exemple. Vous allez avoir donc la réponse, un comportement dont je vous parlais, et un stimulus renforçateur qui est la conséquence, c'est-à-dire finalement quel est le résultat de ce déclenchement du comportement associé à ce stimulus. Et effectivement, la conséquence, elle peut être positive ou négative. Donc, dans le cadre scolaire, pour vous aider à comprendre, si je vous donne l'antécédent qui est un peu le stimulus ici, 7 x 8, je suis sûr que pour beaucoup, 7 x 8, c'est plus si automatisé que ça. Et il vous faut peut-être un petit peu de temps pour le recalculer. S'il vous faut un peu de temps pour le recalculer, ça veut dire que l'association entre l'antécédent 7 x 8 et le comportement qui est de dire 56, l'association est mauvaise. Elle est trop faible ou elle n'existe plus. En revanche, si quand je vous ai présenté 7 x 8, vous êtes capable de me dire tout de suite 56, de manière quasi automatique, alors ça veut dire que cette association est bonne. Et pour ça, pourquoi ça fonctionne? Parce que 7 x 8, donc vous avez bossé vos tables de multiplication étant petit, vous avez répété, mais pour que ça fonctionne aussi, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une conséquence positive. Donc les conséquences positives, ça peut être les félicitations au niveau social, ça peut être la comparaison sociale, hein, c'est-à-dire que moi je m'aperçois que je maîtrise alors que l'autre ne maîtrise pas. Ça peut être aussi des récompenses en termes de bonbons, de satisfaction de la maîtresse ou du maître, etc. Donc il y a plein de conséquences qui peuvent renforcer, si vous voulez, cette association. Ça va? Je continue. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'être un peu critique, évidemment, sur ces théories. Vous comprenez bien que ces théories, elles ne peuvent pas expliquer toutes les situations d'apprentissage de l'être humain. Donc, je vous pose la question. À votre avis, quelles sont les limites du behaviorisme? Normalement, vous les connaissez un petit peu et on en a un petit peu parlé. Les théories du behaviorisme, ça n'explique pas ce qui se passe, comment le processus d'apprentissage se déroule. Ouais. Et en quoi c'est un problème? Parce que les behavioristes vous diraient, c'est pas grave, on sait que le stimulus déclenche ce comportement, on sait comment amener cette association, donc comment amener ce comportement sur le long terme. Et une fois que la personne a bien associé ce comportement au stimulus, c'est-à-dire a su mettre en place ces bons comportements, nous, on s'en fout de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Ouais. Alors, à votre avis, comment... prenez la parole directement. Ouais. Parce que C'est machinal. Qu'est-ce qui est machinal? Le behaviorisme. C'est-à-dire qu'on oublie comment se construit une information. On veut juste une réponse face à un conditionnement. Enfin, avec un conditionnement, on veut juste une réponse face à une question. Ouais. Et en quoi c'est un problème? Je vous pousse un peu plus loin. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de compréhension. Ouais. Et en quoi ça prend ça... en considération les différences entre les capacités des gens. Super. Ouais. Très bien. Et la personne ne peut pas critiquer la réponse. Genre, elle doit répondre directement sans réfléchir. Ouais. Donc, premier point, très intéressant, c'est que c'est très compliqué de prendre en compte les diversités des personnes, puisque vous ne comprenez pas les mécanismes en jeu et les différences interindividuelles au niveau psychologique. Donc, premier problème, c'est que le behaviorisme, il a un côté, si vous voulez, très standardisé. On part du principe que les gens vont tous réagir de la même manière. Donc ça, c'est un premier problème. Quel est l'autre problème, à votre avis? On ne sait pas du tout le stade d'apprentissage de la personne qu'on a en face de nous. Donc, on ne sait pas si la tâche, en fait, elle est au niveau de la personne en face. Ouais. Donc, on ne sait pas finalement si notre dispositif d'apprentissage est bien adapté au niveau de la personne et à l'évolution de la personne. Ça peut être ça, oui, tout à fait. On ne tient pas compte des émotions aussi? Oui, très bien. Très bien. Donc, il va y avoir... Alors, eux, ils en tiennent compte à leur manière avec renforcement positif et négatif, mais c'est une approche, on va dire, assez simpliste des émotions. Vous avez raison. Les émotions, elles ont un rôle important dans les apprentissages et elles ne sont pas prises en compte ici. Très bien. D'autres idées sur les limites du behaviorisme pour l'apprentissage? Ok, je vais continuer, mais c'est bien. Déjà, vous avez des bonnes idées. Première idée, c'est tout bête, hein, c'est que les démonstrations sont souvent sur des animaux
en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est sur des associations stimulus-comportement avec des rats, vous savez, avec le chien de Pavlov, vous connaissez les grands travaux classiques. Bien sûr, il y a des travaux néo-béhavioristes sur des inspirations béhavioristes après sur des enfants ou autres. Mais c'est vrai que si vous regardez, les gros fondements théoriques sont souvent sur les animaux. Donc ça interroge déjà quel est le degré de transférabilité à la question humaine, où, vous l'avez dit très bien, il y a des différences interindividuelles fortes, il y a des émotions, il y a une complexité du fonctionnement psychologique humain que ne peuvent pas traiter les behavioristes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on parle d'apprentissage souvent à bas niveau. Pardon ? Ah, je croyais que... Non, je disais, il y a aussi la boîte noire. Non, c'était moi, mais en fait, il y a aussi elle ne travaille pas sur la boîte noire, en fait. Exactement. Voilà, mais vous l'avez mis, c'est bon. C'est ça. Donc, on ne peut pas expliquer les apprentissages complexes de haut niveau, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez besoin de comprendre, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quelqu'un l'a évoqué, quand vous avez besoin de comprendre, quand vous avez besoin de raisonner, quand vous avez besoin de croiser des informations, quand vous avez besoin de produire, d'élaborer une information originale. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous demander d'étudier 4 textes en psychologie, et vous allez m'en faire une synthèse et vous allez m'expliquer en quoi ils convergent et en quoi ils divergent. Ça n'a rien à voir avec un comportement automatisé en lien avec les contenus, puisque les contenus, vous les découvrez, ils sont nouveaux, vous allez élaborer par rapport à ça, et vous n'allez pas travailler sur ces contenus de manière répétée en permanence. Mais vous êtes capable quand même d'élaborer vos réponses et de faire une analyse critique des contenus. Donc ça, le behaviorisme est incapable d'expliquer ces apprentissages de haut niveau. Le behaviorisme est souvent sur des apprentissages donc associatifs. Hein, ça, retenez bien cette idée d'association, elle est importante. Donc, entre un stimulus et un comportement. Et donc, vous l'avez vu, le comportement, il est souvent, je dirais, presque élémentaire, à ces bas niveaux. Pour pouvoir faire cette association de conditionnement, il faut avoir des comportements bas niveau. Si vous avez des comportements complexes de haut niveau, alors c'est impossible. Donc, on voit bien les difficultés du behaviorisme de ce point de vue-là. Donc, on a besoin d'étudier, vous l'avez dit, hein, la pensée, les croyances, les affects, hein, vous avez parlé d'émotions, voilà. Ça, c'est important. Si on veut comprendre l'apprentissage, si on veut pouvoir agir dessus, il faut étudier cette complexité-là. Or, le behaviorisme ne le fait pas. Je vous présente le cas du feedback, quelle heure il est, ouais. Et puis, peut-être, je réfléchis pour qu'on ait un peu le temps, parce que je suis censé couper à 9h45, je crois. Si on va avoir le temps un peu après pour des questions complémentaires, je vous propose de finir sur le cas du feedback, qui est intéressant, je pense, du point de vue de la pédagogie et des apprentissages. Donc, quel type de feedback donner aux apprenants? Donc, le retour que vous donnez, par exemple, en tant que formateur, enseignant, psychologue, à des gens qui sont en situation d'apprentissage. Quel type de feedback, à votre avis, est le plus intéressant pour qu'ils apprennent? Alors, il y a déjà différents types de feedback. Vous avez le feedback, je dirais, presque à la behavioriste, c'est-à-dire vous allez avoir un feedback émotionnel. C'est-à-dire soit vous renforcez de manière positive, soit de manière négative. C'est-à-dire que la personne va, par exemple, faire un exercice, résoudre un exercice, et vous allez lui dire « Bravo, tu as bien travaillé, c'est la bonne réponse, je suis fier de toi ». Donc là, on est dans du renforcement positif, on est sur un feedback émotionnel. Ou alors, vous allez lui dire « Non, mais tu es totalement nul, tu n'y arriveras jamais, tu me déçois beaucoup ». Donc là, on est sur du feedback négatif. Donc, on voit bien comment la personne va peut-être dissocier, en tout cas, sa réponse. Elle a créé de l'insatisfaction et de la déception chez la personne qui l'encadre. Donc, du coup, elle est dans un renforcement, elle subit un renforcement négatif. Ça, c'est le premier type de feedback, donc le feedback plutôt émotionnel. Puis, vous avez des feedbacks un peu sur la tâche. À savoir, tiens, je vais te... À 45. Je vais te dire si tu arrives. Après, j'ai pas de CM après, donc c'est moi qui le fais, donc après tu pourras appeler. Attendez, il faut couper votre micro parce qu'on vous entend. Alors, merci. Donc, attendez, hop, je reviens. Ah bah tiens, voilà, ça va m'amener ici directement. Vous avez le feedback, donc je viens de vous le dire, affectif. D'accord, donc c'est plutôt le renforcement positif, négatif. Bravo, tu as fait un bel effort. C'est des feedbacks centrés sur la motivation. Ou alors, vous avez le feedback correctif, donc qui est centré sur le but et la tâche, c'est-à-dire, vous allez dire à la personne, tiens, tu as réussi l'exercice, ou partiellement, ou pas du tout, et vous allez éventuellement aussi lui expliquer comment il a fait,
quelles sont ces erreurs, ces choses-là. Donc, la question que je vous pose ici, c'est à votre avis, quel est le feedback le plus pertinent pour augmenter les chances de la personne de continuer à apprendre par la suite? Celui correctif? Ouais, alors pourquoi? Moi, je dirais que ça dépend de la situation. Ouais, très bien, bah dites-moi. Enfin, moi, je dirais que c'est correctif parce qu'on voit mieux qu'on apprend en faisant des erreurs. Ouais. Quand on nous corrige sur des erreurs, imaginons on se perd quelque part, si on lit une carte et qu'on doit retrouver qu'on va retrouver le chemin qu'on doit retrouver un chemin, c'est mieux d'avoir fait plein d'erreurs pour savoir qu'on ne doit plus aller par là pour retrouver son chemin. Et vu que ça nous aura donné une bonne leçon, on va mieux retenir. Plutôt que affectif, c'est concentré sur les émotions et la motivation. Un moment, ça va fonctionner, mais moins que le correctif. Tout dépend de l'âge de la personne. Ouais, dites-moi. Ouais. En fait, un enfant, on peut pas le blâmer. Il faut une façon, il faut une manière, avec une manière affective, je trouve. Ok, donc pour vous, pour l'enfant. Je pense autre chose. Je pense qu'on aimerait bien, oui, que ça soit à l'affectif, parce que c'est vrai que c'est quand même, tous, on apprécie quand quelqu'un met l'accent sur les efforts ou la motivation qu'on a pu mettre dans une tâche. Mais si on devait choisir que l'un des deux, finalement, si quelqu'un se contente de nous dire, OK, ça tu l'as bien fait, au final, ça sert un petit peu à rien, parce que si on l'a bien fait, du coup, on a déjà la connaissance, on a déjà réussi ça. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose dans le but de l'apprentissage de nous parler que de ça. Il vaut mieux nous dire qu'est-ce qu'il y a à améliorer, quelle est la connaissance ou la compétence qu'on n'a pas réussi à mettre en place à ce moment-là. Ouais, très bien. Ok, super. Ben, c'est pas mal. Oui, une autre idée? Si on prend le cas du coaching, par exemple, finalement, il y a assez peu de correctifs. C'est-à-dire qu'en général, on est dans une situation où le professeur est beaucoup plus dans l'adaptabilité par rapport à l'objectif de l'élève. Donc, au final, il y a un feedback mutuel. Et ce qui fait qu'au final, l'apprenant, on va dire, a plutôt besoin de savoir que le professeur est avec lui, qu'il le comprend et qu'il le motive, en fait. Donc, finalement, la correction est plus au niveau métacognitif, en somme. Intéressant. Très bien. Oui, on peut peut-être combiner les deux, c'est-à-dire qu'on donne la réponse sur le correctif avec un ton qui sera sur l'affectif, et on arrive à quelque chose d'un peu hybride. Oui, très bien. C'est une bonne idée. Eh ben, très bien. Alors, moi, je vais vous présenter les résultats de cette revue de littérature. Donc, c'est donc une revue de littérature ou une méta-analyse. Je ne me souviens plus si c'est une méta-analyse. Je crois que c'est une revue de littérature. C'est-à-dire que donc ils ont balayé pas mal de travaux sur cette question du feedback pour essayer de voir quels étaient les feedbacks qui, dans les travaux, en tout cas, en psychologie, montraient un effet vraiment bénéfique pour l'apprenant. Donc, je vous montre les résultats. Vous allez voir, il y a des choses qui rejoignent ce que vous avez dit et d'autres choses qui ne sont pas si évidentes. Alors, hop. Le feedback, finalement, se révèle efficace lorsqu'il est centré sur l'activité de l'étudiant ou de l'apprenant, plutôt que sur le résultat. Donc ça, c'est le premier point. C'est plutôt que de dire, voilà, ce que tu as écrit, c'est bien, ou là, il te manque ça, ou en gros, vous donnez une estimation de la qualité du produit fini. Mais ça, on s'aperçoit que ça marche moins bien que si vous renseignez sur l'activité, c'est-à-dire sur la façon dont la personne s'y est prise. La façon dont la personne, par exemple, a rectifié des choses, la façon dont la personne a essayé de croiser des éléments entre eux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus informatif et pertinent pour l'apprenant si on l'aide à comprendre son activité. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure en intervenant, notamment en disant c'est un peu le volet métacognitif. Et c'est vrai que ça va aider sur le volet métacognitif parce que ça vous aide à comprendre à la fois votre propre activité, mais à la fois les exigences de la tâche. Or, vous voyez bien le problème dans l'enseignement de masse à l'université. On le voit, vous êtes 270 en ligne. Quand vous allez consulter vos copies, quand vous les consultez, bien sûr, après un examen, souvent, vous avez un retour sur le produit final. Et bien sûr, on ne peut pas vous donner de retour sur l'activité. Or,
dans l'idéal, il faudrait qu'on soit capable de vous accompagner sur l'activité. C'est ce qu'on fait en TD, mais même en TD, quand vous êtes une trentaine en TD, c'est difficile d'accompagner une même personne sur l'activité. Et on s'aperçoit que là où c'est le plus intéressant, le feedback, ce n'est pas sur le résultat, c'est bien sur l'activité. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que le résultat est inintéressant, mais c'est moins puissant, le feedback, que le résultat. Deuxième point, et ça c'est intéressant, j'aimerais bien que vous l'ayez en tête, c'est assez contre-intuitif, c'est-à-dire que le feedback sur la tâche et l'activité de l'apprenant ne fonctionne, n'est vraiment utile que pour les étudiants qui ont déjà un bon niveau de connaissance. Donc de connaissances dans la matière, qu'ils sont en train d'étudier. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le feedback correctif, il ne sert qu'aux bons élèves. Et comment vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être en raison de l'implication. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça pourrait être ça. C'est pas faux, effectivement. C'est pas la première interprétation des auteurs. Oui, autre chose. Les élèves sont déjà motivés? Ouais, ça peut être des implications. Vous avez raison, ça rejoint les implications. Parce que peut-être que pour comprendre la correction de la finalité, il faut avoir compris le chemin pour y arriver. Donc, si on ne maîtrise pas le contenu, on ne comprend pas quel est l'objectif à atteindre, en fait. Voilà. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un feedback d'un enseignant, on a besoin déjà d'être bien familier des contenus, des tâches, c'est-à-dire on est capable de donner du sens au feedback qu'on reçoit. Un étudiant qui n'est pas encore familier avec le domaine, qui commence dans le domaine, si vous lui donnez du feedback sur la façon dont il s'y est pris, etc., en fait, pour lui, c'est trop d'informations. Parce qu'il a déjà du mal à comprendre même son activité de départ ou même l'objectif de l'exercice. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'en fait, paradoxalement, le feedback, vous avez besoin de connaissances pour pouvoir l'exploiter efficacement. Même chose, si la complexité de la tâche est faible, ça marche mieux. C'est-à-dire que si vous donnez du feedback quand l'exercice est trop complexe, ça marche moins bien. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que l'exercice est tellement complexe que l'étudiant ne peut pas en plus traiter le feedback. Il avait déjà du mal à se concentrer, à donner du sens à l'exercice en soi. Donc ça, c'est important. C'est le même principe qu'avec les étudiants qui ont déjà un bon niveau de connaissance. Et les buts sont spécifiques et motivants, c'est-à-dire que quand il y a du défi, vous avez parlé d'engagement tout à l'heure, ben c'est ça, c'est-à-dire que si on a des buts bien précis, bien spécifiques dans l'apprentissage, et qu'on présente des défis un peu motivants, alors le feedback est beaucoup plus utile. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement de la personne. Et alors, je vous pose la question quand même, je vais finir là-dessus, en tout cas pour les diapos. Si je vous dis que ça ne sert à rien de faire du feedback sur la tâche pour des personnes avec un faible niveau de connaissance, qu'est-ce que je fais avec eux là? Qu'est-ce que je leur donne comme... je suis enseignant, j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi l'exercice, qui est en difficulté, qui ne comprend pas bien. Qu'est-ce que je fais? Puisque mon feedback, il a du mal à l'interpréter. On met l'accent sur les efforts qui ont été faits, sur ce qui, sur les points forts et les compétences que l'étudiant ou l'élève du coup a à ce moment-là. Donc ça veut dire que vous jouez pas mal sur l'affectif, donc ça, ok, pourquoi pas. Alors l'affectif, je ne l'ai pas dit, ça me paraissait évident pour des psychologues ou des futurs psychologues, mais l'affectif, on est d'accord que l'affectif négatif, ça ne marche pas pour l'apprentissage. Dire à quelqu'un ah c'est nul, tu me déçois, etc. On est d'accord que ça ne sert à rien. et ne vous lancez pas dans ce genre de feedback, c'est extrêmement contre-productif à plein de niveaux. Et des fois, penser que ça va être un challenge pour la personne si je le provoque en lui disant qu'il est nul, ça ne marche pas. Ça va marcher sur quelques profils extrêmement rares, mais d'habitude, ça ne marche pas. En revanche, le feedback plutôt positif, ça ne peut être que rassurant parce qu'on a besoin aussi de reconnaissance. Vous le voyez, souvent, vous avez des étudiants, quand ils viennent en consultation de copie, vous avez des très bons étudiants qui viennent en consultation de copie, voir une copie où ils ont 17 ou 18. Pourquoi ils viennent en consultation de copie, voir une copie où ils ont quasiment tout juste? Parce qu'ils veulent une reconnaissance aussi, sociale par l'enseignant. Donc, ça veut dire que le feedback positif, c'est-à-dire cette reconnaissance, elle est motivante aussi pour l'étudiant.
Alors ça, c'est intéressant. Mais quelqu'un tout à l'heure, avant de revenir sur mes étudiants qui ont peu de connaissances, quelqu'un tout à l'heure avait évoqué avec l'enfant, ça ne marche pas pareil, etc. Et je suis assez d'accord. Ça ne marche pas pareil aussi dans certains travaux avec des personnes en reprise d'études. Vous avez des gens qui reprennent des études, on va dire, plus tardivement, je ne sais pas, vers 50 ans, on va dire, par exemple, donc après une vie professionnelle déjà bien remplie, et qui s'inscrivent à l'université, qui suivent des études, et eux, vous leur faites un feedback affectif. Et généralement, alors, affectif positif, hein, et généralement, vous leur dites bah, bravo, vous avez bien bossé, vous avez rendu un truc de qualité, etc. Et bien, on s'aperçoit dans les travaux que souvent, ce feedback, il peut être même contre-productif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce public-là, souvent, n'est pas en recherche d'une reconnaissance de compétences, puisqu'ils l'ont déjà à travers leur vie professionnelle. Et ça peut être, le feedback peut être jugé finalement condescendant. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une interprétation aussi du feedback émotionnel. Alors, je vais revenir donc sur mon histoire des étudiants qui ont peu de connaissances. Donc, qu'est-ce que vous faites avec les étudiants qui ont peu de connaissances? Peut-être essayer de le mettre en situation avec un autre étudiant qui a le même niveau ou un niveau un peu plus élevé pour l'aider. Oui, ça c'est intéressant. Donc, il y a des apprentissages collaboratifs ou d'entraide entre pairs. Ça peut être une idée intéressante parce qu'effectivement, parfois, l'élève, face à l'enseignant, peut se sentir en échec, en difficulté. Et le retour enseignant peut être inadapté à l'élève au sens où l'élève, il a juste pas compris quelque chose d'extrêmement basique. Et être avec un autre élève qui l'accompagne, ça peut être moins menaçant pour lui parfois. Et puis, le niveau de langage des élèves entre eux peut être aussi parfois plus adapté. En tout cas, donc, je pense que c'est une idée très intéressante, absolument. Moi, j'en ai une autre à vous donner, hein, qui est la recommandation finalement un peu des auteurs. C'est que si vous avez des étudiants ou des apprenants qui sont en difficulté et qui ont peu de connaissances dans le domaine, pour qui donc le feedback correctif ne sert pas beaucoup, ben en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de la solution. C'est-à-dire, ce qu'il faut leur présenter, c'est la solution. Pas leur dire, voilà comment tu t'y es pris, etc. C'est, regarde, je te montre comment il fallait faire et je t'explique pourquoi. Et en fait, vous leur expliquez pas eux leur tâche, parce qu'ils ne sont pas capables de l'analyser encore, mais vous leur montrez ce qui était attendu et vous expliquez pourquoi. Et vous les entraînez à reproduire au départ. Des fois, il faut reproduire bêtement les choses et après, ils seront capables de donner du sens. Donc ça, c'est quelque chose de contre-intuitif aussi en pédagogie. Donc, vous voyez, je vous ai pris l'exemple de ce feedback. Pourquoi ? Parce que pour vous montrer que si je reste sur des théories strictement behavioristes, je passe à côté de beaucoup de choses et je ne suis pas en mesure, finalement, d'aider à réguler l'apprentissage de l'élève. Alors que si je comprends ce qui se passe cognitivement, notamment sur le fait que quand je donne un feedback, un retour, que ce soit un renforcement positif, négatif, que ce soit un feedback sur la tâche ou le but ou l'activité de l'étudiant, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fonction de l'étudiant que j'ai en face de moi, en fonction de son niveau de connaissance, en fonction aussi des tâches, de la complexité des tâches, mon feedback n'aura pas du tout le même effet. Donc, ça montre bien l'importance d'aller étudier le psychologique et de ne pas s'arrêter strictement à une théorie behavioriste. Ça va ? Alors, ce que je vous propose, je vérifie si dans mon cours j'en étais bien. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on arrête donc sur cette diapo-là, la 25 pour aujourd'hui. On a encore un peu de temps, on a un petit quart d'heure, donc je vous propose qu'on prenne un peu de temps pour échanger sur des éléments du cours ou des questions que vous avez, ou si ça évoque chez vous des préoccupations, d'autres interrogations, on peut en discuter. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser des questions ? Non. Bon, après, je reconnais, hein, c'était dense. Hein. Bonjour. Alors, oui, allez-y. Oui, j'ai une question par rapport aux étudiants avec peu de connaissances. Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer aussi une tâche plus simple et ensuite leur faire un feedback positif, plutôt centré sur les efforts qu'ils ont faits, tout ça. Oui, c'est une très bonne remarque. Oui, vous avez raison. Il faut tout simplement passer aussi par des tâches simples au départ. C'est que la tâche est peut-être trop complexe vu le niveau de l'étudiant. Donc, il faut repartir sur des tâches simples qui sont facilement interprétables.
Et effectivement, maintenir aussi un affect positif. Moi, je vais vous donner des exemples de travaux que j'aime bien. Enfin, c'est une enquête qui est menée où ils ont interrogé ce que les étudiants attendent des profs. Ça pourrait vous intéresser. Et le premier... Enfin non, pas des profs. C'est l'enquête, enfin l'étude porte sur ce que les étudiants attendent des situations de cours. Et en fait, le premier élément qui arrive, c'est des attentes vis-à-vis du prof, évidemment. Et les premiers éléments qui arrivent, ce sont des encouragements et de la bienveillance de la part de l'enseignant. C'est-à-dire que ce sont des attentes fortes pour maintenir une motivation et une envie d'apprendre. Donc, ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que je dois remettre l'étudiant dans une tâche faisable pour lui, c'est-à-dire une tâche plutôt simple, moins complexe, de manière à ce qu'il ait des chances de réussite. Et je dois maintenir aussi un sentiment positif où l'enseignant montre des croyances envers l'élève qui sont positives. C'est-à-dire même si l'élève est en échec, il faut lui montrer qu'on a des croyances où on est persuadé qu'il va finir par y arriver et que cette erreur-là, elle est intéressante, qu'on va l'étudier ensemble, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément, c'est intéressant, hein, qui marche, je dirais, en psychologie, mais qui est attendu aussi explicitement par les étudiants. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Une question qui n'a pas tout à fait à voir avec le cours, excusez-moi, c'est beaucoup plus d'ordre personnel, mais comment on pourrait savoir, enfin comment on pourrait en savoir plus sur le labo de cognition justement, comment on pourrait découvrir comment fonctionnent les recherches, quels sont les processus, comment se font les transferts de compétences au niveau industriel, etc. Comment on pourrait avoir, à qui est-ce qu'on pourrait téléphoner ou écrire pour avoir ces infos-là? Alors, comme vous voulez dire le labo, c'est-à-dire comment les recherches se font et comment on exploite les résultats des recherches, c'est ça votre question ? Un peu tout en fait, ça, mais aussi comment fonctionne, enfin comment on devient thésard par exemple, tout ça. Oui, vous avez plein de questions. Bon, après ça, éventuellement, si vous êtes intéressé par les apprentissages et ces questions-là, moi je suis bien placé, vous pouvez m'écrire un mail et puis moi je pourrai vous répondre. Après, pour faire court, ce que je peux vous dire, c'est... on a la chance de faire un métier où on est enseignant-chercheur, donc on forme les gens, comme je suis en train de faire là avec vous. Et moi, je forme aussi des enseignants. Je forme des enseignants dans plusieurs académies, des fois. Je forme aussi des doctorants à la pédagogie. Donc, on a des activités où on peut former des professionnels, c'est ça que je veux dire, pas que des étudiants à l'université. Mais surtout, on fait des recherches sur ces questions de pédagogie, d'apprentissage, etc. Et ces recherches, donc, il faut faire une thèse. Pour faire court, hein, je dis parce que ça peut intéresser plein de monde. Si vous voulez faire de la recherche plus tard, après votre master, donc Bac plus 5, vous pouvez candidater à une thèse, essayer de faire une thèse sur un problème de recherche, une problématique particulière, et vous allez travailler avec un directeur de recherche, une directrice, et vous conduisez une recherche pendant 3 ans, et après, vous êtes docteur en psychologie, ce qui vous permet de continuer à faire des recherches, mais après, il faut essayer idéalement d'intégrer soit le monde académique, vous êtes enseignant-chercheur, donc là, il y a des concours, il faut avoir un gros CV, etc. Soit vous pouvez intégrer aussi le privé. Il y a des gens qui travaillent dans la formation en entreprise, par exemple, comment on maintient, on conçoit des formations dans des entreprises. Donc, vous pouvez travailler dans des départements de recherche et développement sur ces questions-là. Il y en a. Et après, comment on réinvestit, donc les recherches, comment elles se font, je vois dans mon labo par exemple, donc le laboratoire cognition, langue, langage, ergonomie, donc vous pouvez aller sur le site web du labo, n'hésitez pas à aller voir des choses. On est en train de restructurer un peu le site web du labo, puisque là on est en train de mettre en place un nouveau projet scientifique dans le labo, mais en gros vous avez quand même un aperçu de ce qui se fait actuellement. On fait des recherches, souvent expérimentales, c'est-à-dire qu'on soit on est en laboratoire, soit on est en classe, dans les établissements scolaires, soit on fait des enquêtes, enfin voilà, il y a plein de méthodologies pour faire du recueil de données et faire des études. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? On va les diffuser scientifiquement, donc vous publiez des articles scientifiques. Donc ça, vous êtes amené en tant qu'étudiant parfois à lire ces articles scientifiques. Vous pouvez être amené aussi à faire des rapports pour des professionnels. Vous pouvez être amené à faire des formations, c'est ce que je fais. Moi, je fais des formations où je présente nos résultats scientifiques dans le laboratoire, ou une partie, où vous pouvez être sollicité à un moment. Moi, ça a été mon cas. Vous êtes sollicité, vous
savez, en ce moment, à cause du Covid, vous avez les académies de France qui essaient de mieux comprendre l'effet du numérique et notamment l'enseignement à distance sur les élèves, mais aussi sur les pratiques enseignantes, etc. Et vous avez des chercheurs en France, notamment, qui sont sollicités comme experts pour venir présenter l'état des recherches actuelles et aider aussi les académies, les acteurs de l'éducation à prendre des décisions. Donc, vous avez une forme de valorisation aussi des recherches avec ce travail un peu d'expertise et de consulting que les chercheurs peuvent faire. Mais on fait aussi des ouvrages de vulgarisation. Par exemple, nous, on a fait un ouvrage qui est accessible pour les enseignants, pour les étudiants, etc., sur la question du numérique et de l'éducation. Donc, vous voyez, vous diffusez aussi les résultats scientifiques par ces biais-là. Voilà, mais je pense que c'est une question intéressante, effectivement. Comment les chercheurs... Voilà, les chercheurs ne sont pas tous enfermés dans leur... Voilà, il ne faut pas croire qu'on est enfermé dans nos bureaux à faire de la recherche et on est déconnecté du monde. En fait, on est pas mal impliqué dans les réseaux associatifs, d'éducation, mais aussi privés. Voilà, on bosse aussi avec des entreprises comme Airbus, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour. Oui. J'avais une question. Est-ce que vous pourriez revenir sur la notion de boîte noire, s'il vous plaît? Oui, alors la boîte noire, alors c'est très simple. En fait, la boîte noire, c'est le terme employé par les behavioristes pour dire, en gros, la boîte noire, c'est le cerveau, si vous préférez, ce qui se passe dans la tête. Et la boîte noire, pour eux, c'est inaccessible. Du point de vue des behavioristes, en tout cas à l'époque, l'idée, c'est qu'on ne peut observer que des comportements. Vous ne pouvez pas observer ce qui se passe mentalement. Alors, ce qui est faux maintenant, avec de l'imagerie cérébrale, notamment aujourd'hui, on peut quand même avoir des indices quand même de certaines activités, en tout cas physiologiques, au niveau du cerveau. Mais pour les behavioristes, la boîte noire, c'est l'idée que ce qui se passe dans la tête de la personne, je ne peux pas y accéder. Tout ce que je peux faire, c'est observer des comportements. Donc, je mets la personne dans des situations répétées avec des renforcements positifs, négatifs face à un stimuli et son comportement qui met en place. Et là, je vais voir si au bout d'un moment, la personne va automatiser ce comportement, faire cette association, mais je suis incapable de dire ce qui se passe mentalement. Donc, pour eux, c'est tout simplement l'idée que scientifiquement, il n'était pas possible de rentrer dans la boîte noire, c'est-à-dire rentrer dans la tête de la personne pour comprendre ce qui se passe. Et c'est le cognitivisme qui est arrivé en disant, mais si, on peut faire des modèles. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple intéressant. On peut faire des modèles de l'activité mentale de la personne, c'est-à-dire, on peut supposer qu'il se passe ça mentalement. On le suppose. C'est le principe des théories et des modèles. C'est une simplification de la réalité. En fait, dans votre tête, il se passe des choses bien plus complexes que les modèles qu'on vous présente. Mais on n'est pas capable de traduire la complexité de votre cerveau et de votre activité psychologique. Donc, vous êtes amené à faire des modèles simplifiés. Si vous regardez l'astronomie, elle a théorisé depuis des décennies sur les trous noirs. Il y a des théories qui expliquent ce que seraient les trous noirs, comment ils sont, etc. Mais en fait, on n'aurait commencé à observer les trous noirs que très récemment. C'est-à-dire qu'on théorisait sur des choses qu'on n'observait pas. La psychologie, c'est la même chose. On théorise sur quelque chose qu'on ne peut pas observer, qui est l'activité mentale de la personne. Ça va? Ça répond à votre question sur la boîte noire? Oui, oui, merci beaucoup. Ok, super. Il nous reste encore quelques minutes. Bonjour. Si vous avez d'autres questions. Excusez-moi. Oui, j'ai une question. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, ouais, à peu près. D'accord. Je voulais savoir si par rapport au behaviorisme, ouais. Un comportement qui est considéré comme acquis, est-ce qu'il est acquis à vie ou est-ce que ça peut être quelque chose qui peut se perdre au cours du temps et se réapprendre du coup, Moi, je pense que... Non, c'est une très bonne question. Normalement, ça peut se perdre. Hein. Enfin, ça peut se perdre. C'est la force de l'association. Imaginez toujours, c'est un degré d'association. C'est-à-dire que je vous présente un stimulus, hop, est-ce que ça déclenche chez vous tout de suite la réaction ou pas? Plus le conditionnement aura été fort, puissant, plus votre comportement il est incontrôlable. C'est-à-dire il est automatisé. Si je vous mets dans une situation, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir le comportement qui sera déclenché par cette situation. Donc là, c'est très fort. Mais si cette situation, elle n'apparaît pas pendant très longtemps, il y a un moment, il va falloir réactiver des choses. Et ça prend du temps.
C'est-à-dire que pendant, je vais prendre l'exemple du vélo. Vous ne faites pas du vélo pendant 20 ans. On dit le vélo, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas, mais en fait, pendant 20 ans, vous allez vous remettre sur un vélo, il va y avoir un petit temps d'adaptation. Il faut réactiver des choses. Donc, on va réactiver. La force de l'association, elle n'est plus aussi bonne. Il y a des automatismes qui ne fonctionnent plus comme avant. Et donc, je vais le réactiver, mais ça va revenir plus facilement parce qu'il y avait une trace quand même en mémoire de cette connaissance de savoir faire du vélo. Donc, je dirais que plus l'association, la force au départ est importante, plus c'est ancré en mémoire sur le long terme. Et si vous ne le pratiquez plus pendant longtemps, il y a des chances pour que cette association se dégrade, qu'elle se fragilise. Mais si vous le réactivez, c'est-à-dire vous recréez les situations qui activent ce comportement, alors, je pense très rapidement, vous pouvez réactiver et reconstruire cette association. D'accord, merci. Ok, d'autres... Petite question plus prosaïque. Est-ce que vous savez quels sont les professeurs qui s'occupent des TER en cognitive? Parce qu'apparemment, il y a des élèves qui ont déjà été contactés et il y en a d'autres qui ne l'ont pas été du tout. C'est un peu stressant. Alors, je ne sais plus qui est responsable des TER cette année parce qu'on essaie de tourner un peu. Je vous avouerai que je ne sais pas. Donc, je suis un peu embêté. Je sais que Patrice Terrier était s'en occupait, je crois, encore l'année dernière, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui cette année. Alors, personnellement, je lui ai écrit il y a 3 semaines, il ne m'a toujours pas répondu. Essayez. Il n'y a rien sur le site web sur les TER? Il n'y a pas le nom des enseignants? Vous avez regardé sur le site web de l'UFR? Sur le NT, non, en tout cas. Sur le NT. Essayez peut-être de regarder sur le site web de l'UFR ou L3 s'il n'y a pas le nom des référents pour le TER. Ok, merci. Voilà, je suis désolé, mais je crois qu'il y a un peu de turnover et du coup, je n'ai pas le nom cette année des personnes. Ok, est-ce qu'il y a une autre question encore ou pas? Bonjour, ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Donc, j'avais une question par rapport aux bons élèves et tout de tout à l'heure, je reviens sur ça. Ouais. Et donc, j'avais une question, parce que du coup, durant ma scolarité, j'ai pu observer certains cas, du coup, les profs, ils vont donner des tâches plus faciles à d'autres élèves. Et du coup, les élèves, ils se renferment dans ça, dans le sens qu'ils ne vont pas forcément donner plus d'efforts ou quoi, parce qu'ils savent que voilà, dans tous les cas, ils ne sont pas forcément bons, ou en tout cas, on attend moins d'eux. Et du coup, je voulais savoir, voilà, par rapport à ça, ce serait quoi le feedback après ça, quoi? Ouais, alors c'est-à-dire, oui, vous, c'est la vision un plus long terme, c'est-à-dire que, oui, quand je dis il faut simplifier les tâches pour les élèves en difficulté, ça ne veut pas dire qu'après, il faut les enfermer dans des tâches simples. Ça veut dire qu'on simplifie les tâches dans un premier temps pour qu'ils soient dans des situations accessibles pour eux, qui soient aussi valorisantes, parce que réussir, c'est aussi valorisant. En tout cas, corriger ses propres erreurs, arriver à revenir sur ses erreurs, c'est valorisant. Si vous les mettez dans des situations favorables aussi de ce point de vue-là, c'est intéressant pour, je dirais, l'aspect motivationnel, mais c'est tout simplement intéressant pour le volet cognitif au sens où ils vont acquérir des connaissances, ils vont développer des nouvelles compétences. Et en fait, petit à petit, vous allez pouvoir les ramener vers de la complexité. Donc l'idée, c'est de surtout pas enfermer les élèves à un moment donné en difficulté sur des tâches simples, mais bien de les ramener vers des tâches plus complexes après. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, alors est-ce que du coup ça rejoint l'approche de la zone proximale de développement? Mais oui, oui. Ou les travaux de Brunner sur l'étayage, on rejoint cette idée il faut mettre l'apprenant dans une situation propice à son apprentissage, c'est-à-dire dans laquelle il va pouvoir mettre en œuvre ses compétences et ses capacités. S'il y a une distance inaccessible, je le mets dans une situation de frustration, je génère des émotions négatives et je génère parfois des situations de refus ou d'abandon. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, je ne favorise pas son apprentissage. Donc oui, fondamentalement, c'est dans l'esprit. Vous avez raison. Autre question? Il nous reste encore 2-3 minutes. Bon, c'est bien en tout cas. Écoutez, sinon je vous propose d'arrêter là. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure, sur le même lien. Normalement, j'ai créé un même lien pour tous les cours. Et voilà. Et puis, je vais voir si mon enregistrement est exploitable ou pas, si on pourra le diffuser ou pas. Ça va dépendre aussi de la taille de l'enregistrement, pour que éventuellement les gens qui avaient du mal à m'entendre puissent peut-être rejouer le cours. Voilà. C'est mieux que rien. Et les diapos, s'ils ne sont pas déjà sur Iris, vous les aurez bientôt sur Iris.
Voilà, donc vous inquiétez pas non plus pour ça, quoi. Ok, je vous souhaite une bonne journée alors. Et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Super. Voilà.